Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode de La Clochette en compagnie de Ali de Catch Club, de Christophe de Ajus et bien sûr des Pop de Ali de Catch Club. Ne nous filmez pas, on les filmera quand même. On n'en a rien à faire, on vous filme quand même. On veut de la thune, il y en a pas. Ok. Eh ouais, elles veulent être payées. Je sais que j'ai reçu une lettre de leur avocat, mon cher Ali. Tes pop ont un avocat, toi t'en as pas, elles ont un avocat, et elles demandent de la thune. Mais ça devient effrayant, j'ai peur de me faire éjecter de chez moi, je t'avoue. Et vu qu'elles sont très nombreuses et que je pèse 25 kilos, donc En bon, tout on cas, va tu essayer. devrais commencer par leur demander de ranger ton studio, parce que je ne viens plus depuis 3 semaines, mais je vois que ça ne s'améliore pas. Bah Hein. Les gens ne le justement, verront comme pas tu parce ne que je viens crois que tu plus coupes un depuis petit trois peu, semaines, mais à gauche, il y a exactement. une veste, à droite, il y a la peluche, et Ils ne encore, quand verront je parle pas de ce qu'ils peluche, je parle sont. du jouet. Hein. C'est Yoshi, c'est Yoshi. Il y a Yoshi et il y a la peluche Alligator 2K Battlegrounds. Donc deux Que je n'ai jamais symboles. reçu. Ah, d'ailleurs, on a vu que Axel a reçu son jeu vidéo. Il a laissé un commentaire dans la vidéo du coffre à catch. Ah, Coffre j'ai à pas catch. vu passer, mince. Bah, tant mieux qu'il l'ait reçu. Il a dit, il a bien reçu, il te remercie pour la super dédicace apparemment. Donc j'imagine que tu as dû lui envoyer une photo tout nu. Mais Non. non, Ah c'est pas non, ça. sinon il aurait pas remercié. Comme les pop, il m'aurait envoyé une lettre de son avocat. Non, c'était une dédicace tout à fait gentille, le par-dessus la troisième corde habituelle, avec une petite référence aussi à la réponse qu'il a trouvée, sans même que je pose la question. Si vous ne savez pas de quoi on parle, il s'agit évidemment du live de la cloche en compagnie de Wrestling Clinic, Yann Colby et Alain Ichtert, c'est bien sûr de notre hôte Ali de Catch Club. N'hésitez pas à aller le revoir. Hein. Je sais qu'il a plu, pourtant c'était sans chichi, hein, sans prétention, un peu comme à notre image finalement. Une vraie discussion entre quatre Alsaciens qui sont fans de catch depuis 20 ans, voire plus, voire bien plus pour Ah vous. oui, malheureusement pour nous, oui. Donc oui, et on va en profiter également pour faire la pub du coffre à catch qui a démarré maintenant donc Alors, sur ce la n'est pas chaîne. le coffre à catch, c'est le coffre à catch! Les petits infos! Effectivement, tous les lundis à 19 h, on se retrouve désormais dans ce nouveau rendez-vous où on va essayer de revivre la ECW. Alors, certains ont dit oui, mais pourquoi vous faites la ECW? En plus, toutes les semaines, vous allez être dégoûtés. Est-ce que ça veut dire que le catch d'aujourd'hui n'est pas aussi bien que le catch d'antan? Bah, ça dépend évidemment des personnes. Mais moi, déjà, je pars du principe que, étant commentateur de Raw et de SmackDown aujourd'hui, je ne me verrais pas critiquer Mhm. bah, ce qui se passe parce que bah, je fais en partie du spectacle. Hein, j'ai dit deux fois partie, mais ça avait un sens. Et c'est pas forcément mon rôle. Hein, je laisse ça au Ali de Catch Club, au Axel, au Sturi qui font ça avec beaucoup C'est de ça, talent. il y a déjà plein de reviews en plus de shows actuels. C'est très intéressant de pouvoir un petit peu voir tout ce qui s'est passé dans le passé. J'ai dit deux fois passé, mais ça avait un sens. Et effectivement, bah, j'avais envie de me retrouver avec mon pote Ishtou que je connais depuis plus de 30 ans et mon pote Yann que je connais depuis plus de ses 30 ans. Donc, non, mais c'était plus un plaisir. Et c'est aussi ça l'univers d'Ajus. Hein. C'est pas faire des choses dont on sait que ça fera 200 000 vues, même si je me plains toutes les semaines dorénavant qu'on fait de moins en moins de vues. Je vois que vous êtes beaucoup à essayer de nous consoler. Merci. Mais c'est aussi et surtout ben, prendre du bon temps, discuter catch. À 40 ans, on a moins en moins l'occasion de discuter catch comme on le faisait au collège, au lycée, ou beaucoup d'entre vous, entre amis, quand on est plus jeune, parce que bah, on a des boulots, on a des vies, on a des familles, On n'a plus on est d'amis. occupé par Mons et par Vaux, et c'est vrai, on te voit, bah, là en plus, en ce moment, on les voit de moins en moins, les amis. Donc effectivement, moi, ça me permet aussi de réunir mes amis autour de moi et de faire ce que je fais depuis presque 40 ans maintenant, bah, parler de catch. Non, mais en plus, l'épisode 1 a vraiment très bien marché, donc bah, je vous conseille à Ouais, mais il y tous. aura plus personne aux deux, je vous rassure. C'était l'effet de surprise. Mais les épisodes seront plus courts, hein, rassurez-vous. Ceux qui ont peut-être été choqués par la durée, c'était parce que c'était un pay-per-view. Les ECW font 45 minutes, donc on va les reviewer en 2 h 30. Tout va bien, vous connaissez la musique. On les review dans le show 3 fois plus longtemps que le show. Donc là, c'était One Night Stand 2006. One understand! Exactement. N'hésitez pas donc à checker les nouvelles vidéos, nouvelle série qui démarre, qui a démarré, sort tous les lundis soirs. Pour info, nous maintenant la cloche, je la sors habituellement vers 17 h parce que les gens la veulent assez tôt le vendredi, sachant qu'en plus il y a Non, koh. c'est parce que toi, tu fais des lives aussi, t'as pas le temps, à vous.
Tu Non, veux mais pas que vu ça vu passe en même temps que tes lives. en toute honnêteté, je prépare la vidéo, jeudi soir, fin de jeudi soir, donc je peux la poster, quand je veux dans la journée. Mais le truc, c'est qu'en plus, il y a koh Oui. le vendredi soir. Non mais oui, oui, tu as raison, koh c'est un rendez-vous, c'est l'une des rares émissions de télé-réalité qui a réussi à exploser et transcender ce monde de la télé-réalité. Les gens qui sont fans, moi je l'ai été pendant longtemps, aujourd'hui franchement je regarde plus Moi du tout. aussi, pareil. Mais les gens qui en sont vraiment fans défendent toujours quand on leur dit oui, mais c'est de la télé-réalité, ben, ils vont dire non, non, oui, c'est aussi de la télé-réalité, mais c'est surtout la compétition et tout ça. Bon, c'est vrai, hein, et c'est ce que j'adorais là-dedans. Après, je suis passé à autre chose, mais je comprends tout à fait qu'on soit fan de koh. Mmh, ouais. Mais, et d'ailleurs, je tenais aussi à préciser qu'effectivement, je suis totalement à la fois une feignasse et à la fois un incapable. C'est-à-dire que la cloche, c'est Ali qui se charge de tout, du montage, du postage, de tout. Non, mais il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Et du côté du coffre, ah, catch! Ce n'est ni moi ni Papy, c'est bien Yann Colby de Wrestling Clinic qui se charge de tout aussi. Il filme, il monte, il poste, c'est lui qui fait l'habillage autour. Donc voilà, quand les gens disent ah, bravo Christophe, super vidéo, non, moi j'ai rien à voir avec ça. Je me contente de parler. Ouais, ouais. Nous sommes pseudo-youtubeurs entre guillemets, donc forcément, Oui, vous êtes un peu plus spécialiste, c'est vrai. c'est une habitude pour nous. Et toi, tu as un travail de commentateur à côté la semaine à gérer tout de Oui, bon, même. c'est vrai, mais il y a des gens qui arrivent à faire tout. C'est ça leur force, hein. On s'est retrouvé dans cette version clochette depuis le deuxième confinement. On a démarré avec la ECW, c'était un plaisir. Non, on a démarré avec la WWF et Main Event, c'était un plaisir. On a enchaîné avec la ECW, un autre plaisir. Et hier soir, moi, pareil, je suis retombé à mes 8 ans. Parce que cette fois-ci, on se tourne vers la troisième grande fédération des années 90, bien entendu, qui à un moment avait dominé la WWE pendant ses fameuses 84 semaines, WCW World Championship Wrestling, la première fédération que tu as pu commenter. Exactement, c'est par cette fédération-là que j'ai pu commenter. C'est d'ailleurs même la première fédération que j'ai commentée presque de toute ma vie, puisque dans le salon de mon Naniwa, que nous citons beaucoup dans le live, on commentait les nitros. On se mettait juste avec un enregistreur de cassette à la base et on enregistrait nos voix sur les émissions. Mais donc, il n'y avait pas la vidéo, hein, il n'y avait que nos voix en train de commenter Nitro. Et après, effectivement, j'ai pu, par chance, être engagé sur RTL 9 pour commencer aux côtés de Philippe Chiraud à WCW Nitro. Il y avait Worldwide aussi, WCW Worldwide, qui était le B-show, voire le Mhm. C-show de la WCW, où ils étaient encore dans le même studio chaque semaine et avec des catcheurs. Bon, on en a parlé au début de la cloche, hein, comme Fidel, Fidel Sierra, le catcheur cubain, et sa feud contre Hacksaw Jim Duggan qui avait duré des semaines. Enfin bon, très 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 bon souvenir. Mais là, on vous en a parlé la semaine dernière. On va parler de ce show unique qui, dans les années 90, a été le show marquant du milieu des années 90. C'est vraiment le show dont tout le monde parlait et qu'on n'avait pas eu malheureusement la chance de voir en France, puisqu'à l'époque, il n'y avait que la WWE qui était diffusée. Donc justement, ma première question, c'était en 96. Est-ce que toi, tu avais quand même quelques extraits, des tapes, des cassettes de la WCW? Ah, rien du tout. À ce moment-là, je ne savais même pas que ça existait. À Mmh. ce moment-là, Naniwa, qui avait déjà une parabole, me permettait de voir la WWE sur Sky. Donc on voyait les shows 3 semaines, 4 semaines, parfois un mois et demi à l'avance. Mais lui avait déjà vu un War Games par hasard en zappant sur ses chaînes anglaises ou allemandes, je ne sais plus. Et il m'en avait parlé et je l'avais pas cru. J'avais dit, mais non, quoi, 2 rings, une cage, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu te fous de moi, quoi. Parce qu'il était quand même coutumier des petites vannes et comme moi je suis naïf, je préférais ne jamais le croire. Mais en réalité, ben si. Donc en 96, moi, encore une fois, j'ai reçu mon premier magazine américain de catch d'un cousin qui était parti aux États-Unis et qui m'avait ramené ce magazine, un Pro Wrestling Insider. Et je découvre fin 96 qu'effectivement Hulk Hogan est encore en activité, que Randy Savage est également encore en activité, qu'il existe une fédération avec des Dudley Boys, un Sabu qui affrontent des tables. Je comprenais rien hein, parce que je ne parlais pas anglais et je voyais juste écrit Sabu versus Table. Je me dis putain mais c'est quoi ce match? Un mec contre une table? Qu'est-ce que ça veut dire?
Et donc, je découvre ce magazine et quelques semaines plus tard, Canal+, donc après les Survivor Series de 96, qui sera le dernier pay-per-view diffusé sur Canal de la WWE, va diffuser la WCW. Et c'est Et là donc, qu'on voit à quel point c'était intelligent pour eux d'avoir les Macho Man, les noms comme ça. Je veux dire, un mec comme toi qui voit Macho Man à la WCW, c'est bon, quoi. Normalement, il tombe en tant que téléspectateur. oui, oui, oh, même si ça a été quand même un petit peu compliqué au début, et on en reparlera un peu dans cette review de Bash at the Beach, pour quelques raisons qui font que visuellement, c'est très différent de la WWE, malgré tout. Mais aussi, j'en avais déjà parlé dans la cloche, il faut savoir qu'à ce moment-là, bah, la WCW était détenue par Warner, qui était une énorme, qui est toujours hein, d'ailleurs, énorme entreprise de cinéma, de télévision, une boîte mondiale, alors que la WWE, c'était la WWE. Et Warner était en train justement d'imposer sa puissance à travers le monde en revendant la WCW à bas coût, en fait. Elle allait voir, par exemple, Canal ou d'autres diffuseurs à travers le monde en disant, bon, voilà, vous voulez des films Warner, vous voulez des séries Warner, ok, mais on va vous mettre dans le package aussi ce show de catch, pas trop cher, vous allez voir. En plus, c'est celui qui marche le mieux actuellement aux États-Unis. Donc voilà comment Canal avait été convaincu de prendre la WCW. Certainement aussi en se disant, bah, il y a Hulk Hogan, il y a Mhm. Randy Savage. C'est vrai que ce sont des mecs qu'on a montrés pendant une décennie, voire plus, sur nos antennes, donc c'est logique de les suivre sur l'antenne maintenant. Très rapidement pour vous expliquer, donc au niveau des commentateurs, on va les préciser tout de suite parce que ils sont vraiment marrants et bons. Franchement, c'est une belle équipe. On a Bobby the Brain Heenan, Dusty Rhodes, Tony Schiavone, qui est bien entendu le commentateur, enfin un des commentateurs de la AEW, aujourd'hui 24 ans plus tard. Et Mike Tenay. Mike Tenay qui apparaît lors du match Cruiserweight pour le premier match, qui est un peu, on va dire, le spécialiste à ce moment-là. Car comme on va le parler dans un instant, le premier match à ce moment-là, c'est limite une découverte encore à cette période-là en fait, pour les fans mainstream grand public aux États-Unis. Rapidement, toi et moi, on est tous les deux tombés sur les matchs qu'il y avait avant le show. Oui, et Donc, c'est surprenant. c'est surprenant. On a 5 matchs avant le show. Des matchs qui sont soit des dark matchs, soit qui sont tournés pour, on va dire, le B-show, justement, de la WCW. Alors, Jim Powers contre Hugh Morris, ça, dark match, il n'y a pas de souci. Par contre, Jim ensuite, Powers, qui est une vieille, entre guillemets, superstar de la WWF à l'époque, il était dans les Young Stallions avec Paul Roma, qui était un petit peu une équipe qui plaisait aux jeunes. Ils étaient un peu moins massifs que les autres, alors qu'à ce moment-là de sa carrière, Jim Powers était très massif, mais au début de sa carrière, ils étaient un peu comme des rockers de seconde zone, quoi. Marty Jannetty, Shawn Michaels. Il y avait eu les Young Stallions avant que les rockers n'explosent vraiment. mais ensuite, quoi, moi, quand j'étais jeune, je me souviens que c'était une de mes équipes préférées, les Steiner Brothers. Les Steiner Brothers contre Harlem Heat, Booker T et Stevie Ray. Et ça, tu le mets pas à la télé. Bah non, effectivement, bah, a priori c'était pour WCW Main Event, Mhm. qui était une émission secondaire, comme tu le disais. Mais oui, c'est clair, les Steiner Brothers, l'une des plus grandes équipes de tous les temps. Les Harlem Heat, qui à mon avis n'étaient pas encore au sommet de leur art, ça arrivera tout doucement, ça va pas durer très longtemps, le sommet des Harlem Heat, parce que Stevie Ray est déjà assez âgé. Mais oui, c'est le genre de match que tu dois mettre en pay-per-view, clairement, quoi. T'as deux des plus grandes équipes des années 90 qui se font face, quoi. Alors, ça devait faire Et c'est plaisir au public. pour le titre par équipe, quoi. Ouais, c'est pour le titre. Les Harlem Heat qui sont accompagnés par Colonel Robert Parker et Sister Sherry, donc Sherry Martel, qui à ce moment-là est à la WCW. Il y a plusieurs petits transfuges comme ça de main event de la WWF de l'époque qui, là, en 96, sont ici. Mean Gene, par exemple, qui s'occupait de toutes les interviews en coulisses à la WWF les années auparavant, bah là, il est à la WCW et ça apporte quelque chose, encore une fois, aux fans qui connaissaient le show WWF. Mean Gene, ça fait partie de ses repères, en fait. Bah oui, bien sûr. Bobby Heenan, pareil, hein, au niveau des Mhm. commentaires, Bobby Heenan était l'une des premières voix de Raw. Et il y a ce segment assez mythique à Raw où il se fait foutre dehors de la salle par, je crois, Gorilla Monsoon, qui lui balance son sac. Et il y a des trucs un peu gênants qui en sortent sur le parking. Alors il ramasse tout. Et les gens ne réalisent pas à l'époque que ça y est, ben, Bobby Heenan, c'est fini pour de bon jusqu'en 2001, où il fera son retour magnifique aux côtés, non, pas aux côtés de Gorilla, j'ai un doute maintenant, parce que peut-être qu'il était déjà décédé, mais pour la bataille royale, c'est lui qui commentera la Des bataille royale des légendes à gimmicks WrestleMania? à 17, ouais. Il Ouais, sera le yes. commentateur.
OK. Mais bon, en tout cas, voilà, oui, il y en a beaucoup. Après, il y a Bobby Walker contre Billy Kidman. Billy Kidman qu'on apprendra à beaucoup plus connaître ensuite, là, qui est vraiment un inconnu total. Bobby Walker, qui n'a pas fait une grande carrière, qui fera partie de ces mecs qui porteront plainte, d'ailleurs, je crois, contre la WCW Ah! pour discrimination. Et ensuite, Rock and Roll Express contre Fire and Ice. Fire and Ice, Scott Norton et le Ice Train. Scott Norton, grand catcheur du côté du Japon, qui aura une belle carrière là-bas, un peu moins aux States. Champion aussi de bras de fer, me semble-t-il. Mmh. Et bien sûr, les Rock and Roll Express, équipe légendaire, mais déjà très âgée à ce moment-là, qui, qui va inspirer les Rockers, par exemple. Et les mecs catchent toujours, hein. Quand Christophe dit déjà Oui, très âgé à ce moment-là, c'est parce que les mecs catchent toujours, on justement. en a déjà parlé, et toi, tu as une photo avec eux Yes. où tu étais, où tu tremblotais. Et puis le dernier, tu me l'as fait remarquer tout à l'heure, c'est Eddie Guerrero contre Steven Regal, qui s'appelait Steven Regal encore à la WCW. Un match a priori de fou, bon, 3 minutes 30. Donc Ouais. ils n'avaient pas le temps, mais Mais c'est quelle clair. quelle folie, quoi. Le show démarre et moi, ma première impression, tout de suite, je me dis: «Ah, le public est chaud, la salle est pleine, c'est une belle salle, franchement». Donc en tout cas, la présentation de Bash at the Beach était toujours un petit peu cool avec tout ce sable au niveau de l'entrée, les ballons, les planches de surf et cetera. Moi, je sais que j'étais tout de suite lancé dans le pay-per-view et j'adore l'équipe des commentateurs. Enfin, le plaisir de voir Dusty, de voir Bobby Heenan et cetera. Quand tu te fais accueillir par cette équipe, moi, je trouve que ça nous met parfaitement dans le show et savoir qu'on démarre avec Mysterio et Psychosis, en plus, c'est parfait. Effectivement, donc on est à Daytona Beach en Floride, c'est le 7 juillet 1996 et je vois sur Wikipédia, vous doutez bien que je suis pas allé compter moi-même, 8 300 spectateurs, ce qui est quand même une belle petite foule. Mmh. Et là, la WCW, il faut comprendre que c'est une période. Ils gagnaient déjà hein, la guerre des lundis soirs, si je ne me trompe pas. Ils battaient déjà, Nitro battait déjà Raw. Mais là, ils sont en pleine apogée. Il y avait eu le Great American Bash juste avant, le mois précédent. La WCW d'ailleurs euh, qui était partie dans la surenchère des pay-per-view, parce que vous le savez, à la WWE, à la base, ben, il n'y avait que 4 pay-per-view par an, les Big Four, comme on les appelle. Et c'est Eric Bischoff qui, à un moment, a dit à la WCW, ce serait bien en fait qu'on en fasse tous les mois. Mmh. Et les gens lui disaient non, ça fait trop, ça marchera jamais. Et finalement, bah, ça a plutôt bien fonctionné. Pas tout le temps, mais là, durant cette période, visiblement, les gens avaient besoin et envie de consommer à fond du catch. Et donc, le mois précédent, Great American Bash, avec Scott Hall et Kevin Nash qui doivent annoncer qui est leur troisième compère et qui, au lieu de cela, font passer Eric Bischoff à travers une table. L'un des segments les plus mythiques de ce milieu des années 90, peut-être des années 90 en général. Avant, Mmh. évidemment, 98-19, où ça va partir en vrille et des segments mythiques comme ça, tu en as quasiment toutes les semaines. Mais à cette époque-là, un mec comme Eric Bischoff qui passe à travers une table, c'est du jamais vu dans des grandes fédérations comme celle-là. Donc, là, ils sont en pleine euphorie et effectivement, comme tu le dis, on le sent direct, la foule est chaude comme la braise. Ils attendent qu'une chose, le main event. Je note quand même le début de show, le clip, pourtant fait par la Warner, grande entreprise de télévision, de cinéma, mais le clip, Mmh. c'est 96, mais tu as l'impression que c'est 88, quoi, je dirais. Et Ouais, même en c'est 88, la WWE faisait déjà mieux, je crois. c'est vrai que c'est pas forcément le clip le plus développé, le plus travaillé, mais donc comme tu l'as dit, on est en pleine invasion. On est en pleine invasion avec Scott Hall et Kevin Nash à la WCW depuis 2 mois environ. Ça a démarré au mois de mai 96 et il faut comprendre à ce moment-là, pour les fans qui ne sont pas forcément au courant, que Scott Hall et Kevin Nash ont démarré à la WCW comme des envahisseurs qui, en fait, sont plus ou moins censés venir de la part de la WWE. C'est ce que la Tout à WCW fait. essayait de nous faire croire. Parce que les gens, à ce moment-là, il y avait pas internet, il y avait pas tous les médias, donc les gens ne savaient pas, en fait, que Scott Hall et Kevin Nash n'étaient plus sous contrat avec la WWF et la WCW essayait de faire passer le message que c'était Vince qui les envoyait pour prendre le contrôle, en fait, de cette fédération mineure. Il jouait sur les mots beaucoup. Scott Hall, dès sa première arrivée, va parler de, du fait que la WCW veut la guerre, parce que c'est vrai, la WCW avait des tactiques très agressives par rapport à la WWF à l'époque. Elle spoilait les shows enregistrés, en plein nitro, Eric Bischoff aux commentaires, donnait les résultats.
de Raw parce que Raw était enregistré une semaine auparavant à l'époque. Raw n'était pas en live toutes les semaines. Donc ils se permettaient de balancer les résultats, par exemple, ce genre de choses. Et donc quand Scott Hall et Kevin Nash vont arriver, ils vont direct, ben, comme l'a dit Ali, jouer sur le côté, on est de la WWE et on est envoyé là, vous voulez la guerre, ben, on vient sur votre terrain pour vous la déclarer la guerre, quoi. Et d'ailleurs, ça s'appelle, le show est sous-titré Hostile Takeover, c'est-à-dire une prise de pouvoir hostile, en quelque sorte. Pour l'anecdote, comme la WWF ne voulait pas en fait qu'on l'utilise dans cette sorte de rivalité, et qu'ils étaient contre le fait, on va dire, que Kevin Nash et Scott Hall jouent un petit peu comme s'ils étaient Diesel et Razor Ramon en fait à la WCW, ils ont dû créer un faux Diesel et un faux Razor Ramon à la WWF à la même période pour ceux qui ne sont pas au courant. Et le faux Diesel était Kane à l'époque, l'un de ses premiers personnages télévisés. Donc c'est intéressant parce que les commentateurs nous accueillent en nous disant ce soir, on doit savoir quel est le troisième homme, mais pour le moment, on ne le sait toujours pas. Il peut débarquer à n'importe quel moment lors du show pour venir nous s'attaquer ou faire quoi que ce soit. Ils précisent tout le temps ça durant la soirée et également qu'ils ne savent pas où est Eric Bischoff. Ils n'ont aucune nouvelle de Eric Oui, oui, Bischoff. alors ça, c'est quelque chose que j'avais totalement oublié, mais ils nous font tout un plat sur le fait qu'Eric Bischoff n'est pas là. Bon, il faut savoir qu'Eric Bischoff était à la base, un peu comme Vince McMahon, commentateur. Il était déjà à la direction, mais pour le grand public, ce n'était qu'un commentateur. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils insistent là-dessus, parce que en général, il commente. Mais il n'a pas disparu depuis le Great American Bash où il passe à travers une table, hein. Il précise bien qu'ils l'ont vu arriver à Daytona Beach, mais qu'il n'est pas là. Hmm. Mais comme si, en vrai, alors, je ne sais pas si c'est lui qui a demandé en tant que patron ou si à l'époque c'était vraiment si important que ça, mais moi personnellement, qu'il regarde en 2020, je m'en fous. Enfin, il est pas là, il est pas là. Qu'est-ce que c'est pas la peine d'en faire? Non, mais je veux dire, il y a plein de gens qui n'étaient pas là. Il est pas là, Eric. Ouais, non, bah, il est pas là, c'est bon, on passe à autre chose, quoi. Bah, Enfin, moi, je me suis dit qu'en tout cas, c'était super intelligent dans le sens où bah, j'imagine qu'en fait, Eric Bischoff savait déjà qu'il allait rejoindre la NWO quelques semaines plus tard et que pas c'est sûr, hein, je quand sais pas même. ouais, je me suis demandé, tu vois? Est-ce qu'en fait, c'était du booking planifié des mois à l'avance? Parce que du coup, quand tu sais que Bischoff va les rejoindre derrière, tu dis que peut-être que c'est ça. En fait, on sait Oui. pas où est Bischoff parce que, ben, il va pas venir, il va pas intervenir parce qu'il est NWO au final, mais de manière cachée. Donc disons qu'en tant que fan, on va se prendre cette excuse en donnant le bénéfice du doute à la WCW, en se disant que peut-être qu'ils avaient bien booké la chose. Mais voilà, donc ça va être le fil rouge de la soirée. Où est Bischoff et quand est-ce que va débarquer ce troisième membre? On passe ensuite à Mysterio contre Psychosis. Bien sûr, évidemment, avec grand plaisir, parce que faut être honnête, c'est quasiment le seul match qui sauve le show, en quelque sorte, au niveau in-ring, en quelque sorte. Petit détail tout de suite, mais parfois on parle des tenues, parfois on parle des entrées. Rey Mysterio avait une musique très dark à cette période à la WCW. Je trouve que c'est dommage encore une fois parce que quand il arrive, du coup, il est super sérieux. On dirait que c'est un enterrement quand il arrive, alors que normalement Rey Mysterio, bah, c'est tout l'inverse. Ça doit être la folie, le bonheur, etc. Enfin, c'était un petit peu dommage parce que je sais qu'il a gardé cette musique quelques mois. Il faut savoir que Rey Mysterio a fait ses débuts un mois auparavant à la WCW lors de Great American Bash. Donc, ce qui m'a fait tout de suite rire, moi, hier soir, lors des commentaires de ce show, c'est que les commentateurs, au début du match, sont obligés de préciser dès qu'il y a un ciseau-tête ou dès qu'il y a une prise un petit peu bizarre, qu'est-ce que c'est? Des prises que nous, aujourd'hui, on est habitué à voir quasiment à chaque match, en tout Oui, cas à chaque show. que maintenant, même Kisly te sort à Raw, enfin, je veux dire, le poids lourd du poids lourd te sort des manœuvres aussi aériennes que Mysterio en 96, sauf qu'en 96, personne ne les sortait. D'où l'apport, justement, de celui qui se faisait surnommer The Professor, Mmh. le professeur, hein. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des mecs qui se font surnommer le Doc, hein, le melon de certains. Mais Mike Tenay, c'était le professeur. Et il était là un petit peu pour caresser dans le sens du poil les gars comme toi et moi, mon cher Ali, les smart marks, les mecs qui regardaient l'indie, qui savaient que Mysterio était passé par la ECW avant, qui regardaient un peu vite fait la lucha libre. Enfin voilà. Mike Tenay était là pour enseigner, euh, en quelque sorte, l'art de cette nouvelle manière de faire du catch. Bah, c'est énorme parce que donc lors du premier ciseau de tête, Mike Tenay qui réagit en mode That's it, it's a Frankensteiner type move, they call it Hurricane Rana. Et genre, il le présente, imaginez-vous, il présente ce mouvement aux fans pour vous dire à quel point c'est fou. Et d'ailleurs, bah, c'est vrai que la WCW en 97, c'était encore le cas.
les ciseaux de tête, c'était tellement rare, j'imagine, avant ça. Et oui, c'était rare à l'époque, enfin, à part Scott Steiner, qu'à la WCW en 97, t'envoyais 100 000 par show. Les cruiserweights, ils te sortaient Oui. les ciseaux de tête tout parce que ça suffisait, c'est pas trop dangereux et ça suffisait à faire popper les gens. Donc c'était ciseaux de tête à toutes les sauces Après, possibles. justement, il y avait des ciseaux de tête avant, mais c'était des ciseaux de tête où le catcheur était comme ça par rapport à la tête, tu vois. Mhm. Là, ils le prennent comme ça, mais les ciseaux de tête qui étaient très populaires et qui marchaient beaucoup, c'était le catcheur qui mettait ses pieds comme ça. Là, ici, c'est la tête du gars en quelque sorte, et puis il l'emmenait comme ça. Mais à partir bah, Scott Steiner a été vraiment le premier à faire ce mouvement dans les grandes fédérations. Il y en a peut-être avant lui qui l'ont fait, bah, pas forcément filmé. Mais voilà, Scott Steiner est le premier à voir. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il l'appelle Frankensteiner. Mhm. Et après, Mike Tenay précise qu'en effet, au Mexique, visiblement, ça existe déjà depuis très longtemps, c'est le Huracan Rana. Yes, donc c'est juste marrant de voir que la WCW donc introduit, on va dire, la lucha libre à ce moment-là au grand public. Plusieurs tu Christophe m'a dit: «Tu pourras peut-être faire le parallèle juste avant qu'on démarre le live» et je lui ai dit: «Écoute, c'est marrant, mais je l'ai noté dans mes notes» et là, dans mes notes sous mes yeux, il y a marqué: «Mike Tenay égale Excalibur et Bobby Heenan égale Jim Ross». Parce que pour ceux qui regardent la AEW, vous pouvez sentir que parfois, quand il y a des prises un peu très rapides de la haute voltige, de la lucha libre, Excalibur, c'est quelqu'un, il connaît le nom des prises, mais en plus vraiment très précisément. Donc il te sort des noms très techniques et derrière, parfois, tu sens Jim Ross qui est un peu genre, mais qu'est-ce qu'il raconte? Genre, c'est quoi ce nom fou que tu viens de sortir? Et Jim Ross le dit même parfois aux commentaires. Il fait Oh, really? That's the name? Genre, il fait un peu le mec. Tu sens qu'il y a un peu de second degré et un peu de bon, il faudrait être un peu plus simple, les gars. Et c'est marrant parce qu'en 96, c'est exactement la même chose. Dusty l'est un peu, mais Bobby Heenan, lui, il est vraiment. Il y a un moment dans le match où Rey Mysterio fait une sorte de twisting moonsault vers l'extérieur. Et donc là, Mike Tenay Le s'exclame Asahi Moonsault, il fait, voilà, je Mike crois. Tenay s'exclame Twisting Asai Style Moonsault. Et là, t'as Bobino qui fait What? Mais what? Qu'est-ce que c'est que ça? Et quand ils remettent la prise lors du ralenti, t'as Bobino qui invente un nom. Il fait Oh yeah, it's the floop and flap and flap. Le gars est trop drôle pendant le match, mais parce que, comme Christophe me le disait juste avant, c'est pas forcément le catch avec lequel Bobby Heenan et Dusty ont grandi, quoi. Non, et puis on sent, moi, pour le coup, et c'est sincère, hein, je dis pas ça parce que je travaille pour la WWE, mais je ne regarde pas la EW. Je n'ai pas le temps, je n'ai plus la force à 40 ans de, de regarder autant de catch par semaine malgré mon amour. Mais je suis de longues heures avec vous sur YouTube, de longues heures avec vous à la télé, donc voilà. Bon, je cherche pas d'excuses, je vous explique. Mais par contre, je passe du temps sur Internet, sur des forums américains, et je vois les critiques qui tombent sur Jim Ross. Et on en a déjà parlé ensemble, Ali, toi aussi. Parfois, tu te dis, ouais, Jim Ross, il est un peu dépassé, il comprend rien. Est-ce que. Parce qu'à l'époque, j'ai pas l'impression que les critiques étaient aussi vindicatives contre Bobby Heenan et Dusty Rhodes. Peut-être qu'elles l'étaient, hein, mais je suis pas sûr. Mais je me demande aussi à quel point Jim Ross ne le fait pas forcément exprès parce que, mine de rien, il comprend que tout ça est une nouvelle présentation pour les téléspectateurs et que bah, lui se met un peu à leur place. Ouais, Hmm. c'est quoi tous ces mouvements, tous ces noms? Parce que moi aussi, je me souviens quand je commentais avec Chéro et que je sortais des noms de prises à rallonge, bah, Chéro et Sam Tournade, l'ingénieur du son, ils me regardaient genre, ça va, gamin? Tu veux qu'on te ramène un mouchoir? T'as éternué là? Non? Comment ça se passe? Tu es en train de vomir des mots dans tous les sens, ce qui n'ont aucun sens. Alors, ça avait un sens pour moi et pour les fans de catch, mais pour 90% des téléspectateurs, ça n'avait aucun sens. Donc, c'est toujours peut-être intelligent que un autre commentateur pondère en disant, mais attends, enfin, t'aurais pu aussi dire, comme dit, flip, flap, ploup, bling, driver, et on t'aurait cru sur parole, quoi. C'est pas faux, c'est pas faux. C'est vrai que Jim Ross, en tout cas, se fait vivement critiquer. Après, enfin, je sais pas si c'est le ton, mais Inan et Dusty le font d'une manière un peu plus drôle, je trouve, lors de Bash at the Beach 96. Je trouve un petit peu. Mais Rey Mysterio Psychosis, c'est bien joué, bien entendu, de la part de la WCW. Pourquoi? Parce que ces deux catcheurs se sont entraînés ensemble, ils se connaissent parfaitement, ils ont feudé au Mexique, ils ont feudé à la ECW. Ils disent même qu'ils se sont affrontés la veille au Mexique. Exactement, la veille au Mexique. Apparemment, il y avait un show où il y avait donc Rey Mysterio, Psychosis et Conan également, apparemment, qui étaient au show au Mexique la veille. Ces deux catcheurs travaillent parfaitement ensemble. Donc, Ah non, il y mais a... en plus là, c'est zéro botch. Tout, Exactement. tout est, mais d'une fluidité. Enfin, moi, vraiment, c'est le match de la carte que j'ai regardé au moins 10 fois quand j'étais plus jeune. Et le spot final avec Psychosis qui tente un Razor's Edge.
Alors, ça avait un autre nom à l'époque. Évidemment, ils n'allaient pas dire Razor's Edge puisque Scott Hall n'était plus Razor Ramon, mais voilà. Conan, d'ailleurs, le dit ensuite en interview parce que Minji lui demande c'était quoi cette prise finale. Donc, ils sont sur la troisième corde. Euh, Comment il s'appelle Psychosis prend Rey Mysterio comme ça pour l'emmener en Razor's Edge, la prise finale de Razor Ramon. Et sauf que Mysterio, en plein vol, contre par Huracan Rana, magnifiquement porté, magnifiquement exécuté. Il y en a plusieurs aussi dans le match qui sont beaux. Et ça se termine là-dessus et le public exulte. Ce qui est beau aussi, c'est qu'au début de match, c'est un peu lent. Ouais. C'est quelque chose qui va un peu se perdre après, où les luchadors vont se contenter que de faire du flip et des sauts à l'extérieur à tout va. Mais là, ils établissent petit à petit le match et les gens ne sont pas forcément dedans au début. Mais plus ça va aller, plus il va y avoir des manœuvres risquées, plus ça va aller vite, plus ça va être fluide. Et ça se termine sur cette manœuvre exceptionnelle enfin, voilà, qui est juste magnifique et qui termine le match. Grosse ovation et magnifique match d'ouverture. Non, mais c'est fou en fait, et c'est super cool de la part de la WCW de leur donner 15 minutes, parce que je regarde un petit peu la durée des autres matchs, et c'est littéralement l'un des matchs les plus longs de la soirée, aux côtés du match de Ric Flair et du main event, qui ont duré à peine 1 minute en plus. Donc vraiment Rey Mysterio et Psychosis qui ont eu le temps d'épater la foule et la WWE va rapidement comprendre qu'en fait, il faut miser sur ces cruiserweights parce qu'après les openers de tous les shows, bah, c'est les cruiserweights tout le temps et souvent à Nitro par la suite, on a même la chance d'avoir 2, 3 matchs cruiserweight lors du show. Parce que bon, il fallait combler de toute manière le temps et les cruiserweights ça fait réagir et on les paye pas cher, ils viennent en bus, c'est les Mexicains, c'est parfait. Donc c'est pratique. Bravo. On entend bien l'ancien producteur dans ces propos-là. Justement, en parlant, bon, c'est pas un Mexicain, mais il est devenu une superstar là-bas. Conan fait une petite promo, après ce match. Conan, champion des États-Unis, c'est un peu étonnant quand même, non? Oui, d'autant que franchement, enfin, moi j'ai jamais compris comment il était devenu. Les gens à l'époque disaient de lui que c'était le Hulk Hogan au Mexique. Ouais. Moi, j'ai jamais trop eu l'occasion de m'en rendre compte parce que ben, j'ai commencé à le découvrir à la WCW. Et ensuite, les tapes mexicaines que j'ai eues, ben, c'était principalement du Juventud Guerrera Junior avec Juventud Senior contre Rey Mysterio et d'autres luchadors avec Psychosis. Enfin, c'était de cette génération-là et Conan n'était déjà plus là. Mmh. Ou alors, je m'en souviens pas. Mais donc oui, Conan, champion des États-Unis, j'ai l'impression que bah, ils ont vu à quel point le mec était populaire au Mexique Mmh. et ils se sont dit c'est pas possible, faut qu'on en fasse quelque chose chez nous aussi quoi. Et il faudra attendre quelques années parce que là il est quand même, il est mollasson, il n'a pas encore trouvé son flow, il s'est pas encore trouvé. Je parle au micro hein, parce qu'après dans le ring aussi c'est dans le ring de toute façon il a toujours pour moi il a toujours été Botchamania candidate. C'est toujours un peu c'est tout le contraire de Mystérieux et Psychosis, par exemple. Ben ouais, c'est étonnant. Comme tu l'as dit, lui, c'est une méga star au Mexique. Il y a des matchs, moi j'en ai checké quelques-uns sur YouTube parce qu'il y en a quand même pas mal, où tu vois que quand il rentre dans une arène, mais c'est le feu, c'est le feu. Le gars était vraiment adoré. En plus, je veux dire, son style est vraiment début des années 90, tu vois. Il a pas un très beau style au niveau de la tenue, etc. Oui, c'est toujours très coloré, un peu criard, on va Un dire. peu, voilà. Donc, enfin, je sais pas. C'est vrai que c'était fou de lui mettre le titre US à WCW, sachant que pour moi, la fédération ne l'avait jamais pushé, lui avait jamais donné une crédibilité d'un mec vraiment upper, on va Non, mais dire. c'est aussi l'une des différences avec la WWE, c'est que le titre US, certes, c'est le titre US, mais à ce moment-là, autant dans les années précédentes, 80, tout ça, le titre US, c'était être champion US, c'était un peu comme champion intercontinental à la WWE, c'était quelque chose d'important. Et après, tu avais des ambitions pour être au titre mondial. Autant là, dans les années 90, c'était déjà plus le cas depuis longtemps. Enfin voilà, il file le titre US un peu comme il filerait un autre titre. Il y a quasiment plus que le titre mondial Hmm, qui a cette saveur-là oh purée, on te file ce titre, ça veut vraiment dire quelque chose, quoi. Ah, ok. de mon point de vue, je me trompe peut-être. Ah non, mais c'est possible. Bon, en tout cas, par contre, il a un beau match ce soir et donc il fait justement une promo par rapport à Ric Flair, car ce soir, lors des derniers matchs de la soirée, on a Ric Flair qui va affronter Conan. On enchaîne avec la première catastrophe de la soirée? Oui, bah en même temps, on est quasiment déjà. Bon, c'est vrai que sans trahir de secret, on a un peu discuté alors que ça enregistrait déjà, mais on a déjà 50 minutes d'enregistrement. Déjà 58. Bon, les catastrophes, ça va passer vite de toute manière. Donc, la première catastrophe de la soirée, comme nous le dit Ali de Catch Club,
Big Baba, je regardais Big Baba Rogers, non, c'est juste Big Baba. Big Mhm. Baba Rogers, c'était son nom avant qu'il soit le Big Boss Man. Donc c'est le Big Boss Man à la WWE qui affronte John Tenta. John Tenta qui était donc Earthquake. Puis ensuite, il a été The Shark à la WCW. Et c'est un match avec de la pièce de monnaie, ou je sais pas comment on dit ça en français. Enfin voilà, il y a une chaussette avec des pièces dedans, attachée à un poteau. Faut décrocher, vous avez le droit de taper avec. Bon, voilà, c'est horrible. C'est horrible, mais pourtant le public réagit. C'est là où tu te dis 96, le public est gentil quand même. Ils n'ont pas encore tout vu, les gens. Bah, c'est à l'époque, en fait, où les concepts basiques du catch marchent encore. Un mec très fort comme ça impressionne encore les fans lambda. On va le voir avec Degan un peu plus tard. Un mec qui vient avec le drapeau et qui fait: «Oh oh», ça marche, et ça les rend en feu. Aujourd'hui, ça, je sais pas si ça pourrait encore autant marcher. Mais à cette époque-là, c'est clair que les petits concepts basiques du catch marchent encore totalement avec la foule. Moi, le premier truc qui m'a fait délirer, c'est quand j'ai vu la taille du pôle quand les 2 catcheurs sont arrivés dans le ring. J'ai littéralement jamais vu un pôle aussi long, donc genre, c'était impossible que John Tenta ou Big Baba puissent monter pour aller choper ces pièces. Après, à côté de ça, oui, voilà, moi j'appelle ça l'une des catastrophes du show, parce que là, dans le ring, c'est zéro. Dans le Ah ring, oui, non, c'est zéro. c'est Mais ce qui est terrible, c'est que moi, en voyant ce match, je me suis dit, mais c'est fou. J'avais vu Big Boss Man contre Nails au Survivor Series, je sais plus, 92, je crois, avec une matraque attachée pareil à un poteau. C'était la première fois que ça se faisait à la WWE, ou en tout cas que moi je le voyais. Et c'était déjà une catastrophe. Et bon, Nails était un catcheur pourri, c'était horrible, Nails. Mais bon, au moins, il était physiquement un petit peu plus affûté, quoi. Il y avait une chance qu'il puisse grimper. Mais là, contre John Tenta, en plus, les mecs, ils ont leur pire sap de l'histoire de leur carrière. ouais. T'as l'impression que c'est un show, même pas ECW, là. Tu es dans Indie, du fin fond du Dakota du Nord, 40 personnes dans le public. Enfin, c'est vraiment miteux, honteux, à ne pas faire, à ne pas voir. Le premier match, regardez-le, regardez-le, hein. Même en 2020, vous allez voir que ça n'a pas mal vieilli. Au contraire, hein, vous allez vous dire, purée, il faisait déjà ça en 96. Mmh. Le match là, John Tenta, Big Boba, non, passé. Enfin, si, Ah, regardez-le pour comprendre, mais non. mais encore une fois, tout l'art de la WWE, tu vois, John Tenta et Big Baba, quand ils sont à la WWF, ben, ils sont beaucoup plus présentables que là, à Ce sont Bash at des the stars. Beach. Mais oui, mais c'est ça le truc. C'est ce à quoi je faisais référence dans l'intro, c'est que la WCW, niveau organisation, c'est pas ça. Les Ouais. intros, c'est pas ça. Les entrées, c'est pas ça. La réal, c'est pas la même. Ça fait beaucoup plus brut. Mmh. J'allais dire cheap, mais ça fait surtout plus brut. Alors c'est peut-être aussi ce qui plaisait aux gens. Parce que la WWE, c'est très comme ça. Tout est fait comme ça ne changera pas, c'est comme ça. C'est souvent la critique qu'on entend, même encore aujourd'hui. Et la WCW, c'est n'importe quoi. Ouais. Parfois, tu as des catcheurs, ils sont pas encore arrivés au ring, que l'adversaire est déjà en train d'arriver derrière, parce que l'entrée est souvent longue. Donc voilà. Et là, c'est un bon exemple. Effectivement, les deux mecs sont sapés n'importe comment. Ça n'a aucun sens. Bon. Ah non, Earthquake, moi je le vois 2 ans auparavant au Royal Rumble, non, WrestleMania 10, le mec est beaucoup plus présentable, belle petite gimmick, enfin je veux dire, c'était beaucoup plus impressionnant et Big Boss Et là, Man, c'est ben juste un gros monsieur qui... ouais, avec c'est de la moitié de la tête rasée, enfin je sais pas, c'était bizarre et Et Bossman, d'ailleurs, bah oui? pardon, mais les deux auront une seconde vie à la WWE ensuite, quoi. Big Boss Man, évidemment, avec sa la feud contre l'Undertaker, mais il aura quelques belles années au sein du gang de Monsieur McMahon. J'oublie toujours le nom. Voilà, la Corporation. Corporation, exactement. Et John Tenta, Earthquake, fera partie des Oddities, Oddities, yes. qui marchaient très bien à une période, on les a oubliés, mais ils étaient extrêmement populaires. Ils avaient pris à leur compte South Park, il avait cette petite peluche de Yes. Cartman avec lui tout le temps. C'était quelque chose qui était vraiment dans l'air du temps. Bon, voilà, pour vous résumer le match, c'est un gros bordel. À la fin, Jimmy Hart, qui est le manager de Big Bubba, est envoyé par Bubba en mode: va me chercher la chaussette». Jimmy Hart, il monte sur le poteau, il va chercher la chaussette et quand il redescend du poteau, il veut se retourner pour la donner à Big Bubba tout content, sauf que Big Bubba est à terre, c'est John Tenta qui accueille Jimmy Hart. Il prend, la chaussette, il met le coup de chaussette au visage de Big Bubba et derrière, il remporte le match. Vous pouvez passer, vous pouvez enchaîner à Diamond Dallas Page contre Jim Duggan dans un tape fist match. Oui, là c'est pareil, les stipulations, excusez-moi l'expression, à la con. En même temps, c'est là quand même que tu vois que DDP, hein, c'est plus simple, est pas encore là tout à fait.
Il n'est pas encore arrivé au sommet de son art, il maîtrise pas Mmh. encore tout ce qu'il doit maîtriser. C'est vraiment un gars qui va être fait, entre guillemets, en une soirée, le soir où il refuse de rejoindre la NWO, même s'il était déjà un petit peu populaire avant et que ça commençait à venir. Mais Le le jour jour où où il il re refuse de rejoindre la NWO, c'est vraiment là que ça va partir à fond pour DDP. Là, il n'y est pas encore. Et contre Jim Duggan, c'est pas facile, hein. Voilà, je ne garde pas un souvenir magnifique de ce match. Je pense que ça fait partie des matchs qu'on peut zapper aussi ouais, dans ce pay-per-view. c'était pas très grandiose. DDP qui remporte le match avec un diamond cutter, bien entendu. DDP, son avantage dès le départ, c'était son finisher. Son finisher, plaisait énormément à la foule. Sachant qu'en plus, quand tu regardes un diamond cutter, maintenant que tu connais Randy Orton, par exemple, c'est voilà, le diamond cutter, c'était vraiment à l'arrache, on va dire, de la part de DDP, mais ça faisait son effet, ça faisait son effet. C'est-à-dire que c'était unique à Ouais, l'époque. Personne ne le faisait. Aujourd'hui, évidemment, déjà la fin des années 90, ça va devenir quelque chose que beaucoup de gens vont reprendre. Baba Ray Dudley, par exemple, fera son Baba Cutter. Beaucoup de gars comme ça copieront. Mais au moment où DDP lance cette prise, il était, me semble-t-il, à ce niveau-là, le seul à le faire. Donc c'est pour ça aussi que ça a explosé, quoi. et il le faisait déjà bien mieux que Laurinaitis. Car apparemment, d'après ce que moi, en tout cas, j'avais Ah lu et bon? vu, c'est lui qui l'avait popularisé au Japon, Laurinaitis. Ah! Et donc j'avais regardé quelques extraits pour le voir, faire des diamond cutters et bon, le sien le sien était pas beau, mais apparemment c'est lui qui avait popularisé la prise au Japon Ah d'après bah mes tu vois, infos. je ne savais pas. Non, mais c'est peut-être vrai, hein. Là, pour le coup, malheureusement, j'ai pas la science infuse. Parce qu'il avait bah, il a fait une bonne petite carrière le Laurinaitis, au Japon. Donc on enchaîne avec le prochain match, mais bon, là les gars, on enchaîne les catastrophes, hein. Il y a un ventre mou dans ce Ouais, non, c'est pay-per-view. terrible. Oui, oui, bah, de toute façon, moi, personnellement, je me suis remis. Enfin, il n'y a pas d'autres matchs qui valent, entre guillemets, le coup. Si ce n'est pour le plaisir de voir des gars qu'on ne voit plus dans le ring. Mais sinon, enfin, voilà, là c'est pareil. C'est effectivement un bazar total. Public Enemy contre Nasty Boys, Dog Collar match. Ouais. Donc, un match où ils sont attachés par le cou. Un membre de Public Enemy est attaché au cou avec ben, un collier, une longue chaîne, et de l'autre côté de la chaîne, un autre collier et un membre des Nasty Boys. Et c'est un match, mais bordélique, inutile. Là, vraiment, tu sens la patte ECW. Le Public Enemy, on l'a pas beaucoup dit, mais c'est vraiment l'une des équipes phares de la ECW qui a permis à Paul Heyman d'exploser Mmh. avec la ECW, mais qui partira avant Barley Legal, puisque vous voyez, là, en 96, ils sont déjà plus à la ECW. Et la WCW, à mon avis, n'a jamais compris. Donc, elle les laissait faire ce qu'ils voulaient. Sauf que les mecs n'étaient pas du tout. C'était pas des workers, quoi. C'était des gars qui faisaient nimp et qui attendaient que le public gueule. Sauf que là, bah, le public est pas. Enfin, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas du tout. C'est lent, c'est chiant. Il y a quelques trucs. Pour l'époque, c'est un peu nouveau. Bon, ils se battent avec un requin en plastoc. Ça fait rire les commentateurs. Mais j'étais surpris. Il y a vraiment. C'est un gros, gros loupé, hein, parce qu'il y a eu des matchs de Public Enemy à Nitro où les gens sont en folie totale. Là, on sent que les gens s'en fichent et trouvent ça nul très vite. Il trouve ça nul très vite, les catcheurs en plus qui se battent dans 2 coins différents, donc la Split l'écran est screen. et voilà, on a un split screen, mais honnêtement, c'est impossible de suivre ce qui se passe. Petite dédicace, I am the table durant ce match Ah parce oui, que oui. Pauvre Rock. oh là là là! Deux Alors fois, il essaye. 2 fois il essaye, mais et en plus, je veux dire, ça a l'air d'être les tables habituelles, je veux dire, mais elle ne veut pas se casser. Donc bon, je pense qu'il a dû se faire un petit peu mal au dos quand même, mal, Et justement, c'est ce que je me suis dit en regardant le match, c'est que tu comprends, en voyant ça, pourquoi Brian Knobbs et Jerry Sachs sont encore en vie et pourquoi Rock et Johnny Grunge ne le sont plus, tu vois. mmh. Ça fait aussi partie de... Les mecs, les Nasty Boys ont eu une bien plus longue carrière que Public Enemy, aussi en sachant se préserver physiquement. Je veux dire, les mecs qui prennent les bums dégueulasses dans ce match, ce sont les Public Enemy, quoi. Parce que eux, c'était leur seule manière, quasiment, d'obtenir les hurrahs de la foule, quoi. Yes. Ils vont se battre un peu au niveau de l'entrée, ils vont utiliser le décor, et cetera. Ils reviennent dans le ring. Coup de chaîne, les Nasty Boys qui mettent une sorte de coup de chaîne, on va dire à Rock, si je me rappelle bien, et Ouais, voilà. c'est un genre de coup de la corde à linge, en fait. L'un des Nasty Ouais. Boys utilise la chaîne de l'autre et ils la tendent comme ça et ils projettent Mmh. Rock dedans. Et c'est un peu une guillotine, quoi. Voilà, une guillotine pour la victoire des Nasty Boys. C'était la catastrophe numéro 2 du show.
On enchaîne avec un match tout de même d'un meilleur niveau, j'ai envie de dire. Déjà parce qu'on a Dean Malenko. Donc Dean Malenko, champion cruiserweight à ce moment-là, car à cette période-là, la division cruiserweight est pas encore forcément tournée vers le high fly, vu que les Mexicains arrivent à peine, les luchadors arrivent à peine. Donc Dean Oh, Malenko, bah, il y a eu plusieurs phases hein, quand même, hein, bon, parce c'est que vrai, Koji Kanemoto, le japonais premier champion cruiserweight, euh, Flying Brian Pillman, qui oui. était également là, Jushin Liger, qui combattait aussi ici ou là pour les titres. C'est passé par plusieurs phases. Et à ce moment-là, c'est Dean Malenko, effectivement, qui est plus un terrien qu'un aérien, quoi. Yes, donc bon, comment dire, Dean Malenko, le catcheur, très froid, très sérieux lors de son match. Et en fait, à côté de ça, les commentateurs soulignent. C'est intéressant parce que durant le match, en fait, les commentateurs soulignent qu'apparemment, ils pensent que Disco Inferno a un gros potentiel. Dusty et Bobby Heenan, ils disent que ce Disco a un gros potentiel. Mais le gars, après une grosse prise, il danse à chaque fois, en fait. Dès qu'il fait une prise avec un impact. Mais ça marche. Le Ah public est oui! chaud. C'est Le... surprenant d'ailleurs, hein, le Disco Inferno. Non, ouais, peut-être qu'ils sont pas aussi ouf, mais moi je me souviens des Nitro et tout ça où ça fonctionne quand même, quoi. Disco Inferno, le public est derrière, quoi. Bah ouais, non, moi, c'est ce qui me choque un peu quand je regarde le match parce que c'est une gimmick assez spéciale, mais Disco arrive, on va dire, plus ou moins à jouer avec la foule. Et en fait, petit à petit, lors du match, Disco essaye de devenir sérieux. Genre, il y a un moment où il fait une grosse prise, il danse, et il fait non, mais arrête de danser. Et il va faire le tomber. Et là, les commentateurs disent voilà, c'est ça qu'on veut de sa part, Vas-y, etc. gamin! Vas-y, gamin. Donc, oui, en tout cas, tu sens que la WCW avait donné apparemment comme consigne de plutôt essayer de mettre en avant Disco. Enfin, je sais pas, je trouvais ça bizarre parce que je pense qu'à l'époque, cette gimmick de Disco me bloquait, moi étant gosse. Je me disais, un danseur Hmm. comme ça peut pas être un bon catcheur, il peut pas aller loin en fait, le type. Parce que j'étais un Oh, enfant. bah, oui, bah, et puis, bah, je sais pas, moi, ayant connu, tu vois, le Honky Tonk Man dont on Oui, parlait c'est vrai. il y a 2 épisodes de cela, champion intercontinental pendant longtemps, avec son personnage de sosie de Elvis. Tu vois, là, tu as l'évolution juste après, quoi, finalement, après Elvis, le disco, Disco Inferno, et puis il y avait cette danse. Non, moi, ça allait. Après, il m'a jamais choqué. Je me suis jamais imaginé une seconde qu'il soit champion du monde, mais je trouve que voilà, c'était pas aussi ridicule que ça. Non, bon, c'est pas ridicule. Dean Malenko, lui, qui gère très bien de son côté. Match classique, et Malenko qui remporte le match avec son Texas Cloverleaf, bien entendu. Ça, après, son finisher fétiche. Tu avais d'autres remarques particulières par rapport au... Non, non, pas Non, hein. particulièrement. Non, non, mais voilà, mais ça fait très quand même Nitro. Tu vois, Mhm. tu te dis Malenko Inferno. Et c'est d'autant plus avec le match qui suit. Alors là, je me demande, je ne comprends pas. Steve Mongo McMichael contre Joe Gomez. Alors, si vous ne Catastrophe savez numéro pas 3. qui est Joe Gomez, bah déjà, si vous ne savez pas qui est Steve Mongo McMichael, sachez qu'à l'époque, il était dans les Four Horsemen. Avant tout, c'était un joueur de foot américain pour les Chicago Bears, il me semble-t-il, qui a quand même gagné le Super Bowl. Ouais. Donc, gros Gros niveau. nom. Ouais, voilà. Et en plus, il a été apparu à la WWE aux côtés de Lawrence Taylor, je Mhm. crois. Mais pas que. Je crois qu'il a fait 2 apparitions en dehors du ring. Donc, visiblement, il aimait ça. Et il a signé à la WCW. Et finalement, il avait trahi un autre footballeur américain, son pote, Kevin Green, pour rejoindre les Four Horsemen. Donc là, il est dans les Four Horsemen et il affronte Joe Gomez. Joe Gomez, c'est comme si. Enfin, c'est Georges Michel, quoi. Tu vois, c'est Joe Gomez, quoi. Ouais, Joe Gomez. Il n'y a pas de gimmick, il n'y a rien. Le mec, c'est un gars. Et sa gimmick, c'est lui. Et alors, il n'a pas de physique, il n'a pas de vêtements, il n'a pas de coupe de cheveux, il n'a pas de charisme, il n'a pas de catch. Donc, qu'est-ce qu'ils sont allés faire venir Georges Michel, quoi? Je comprends pas. Je comprends Allez, viens, pas. Joe Gomez, qu'est-ce que tu fais là? Bah, je suis là. Mais tu catches? Bah, si vous voulez, oui, oui. Je prends, il y a de la thune, je prends. Donc Joe Gomez, alors j'ai appris ça à Ali, non, enfin, qu'il l'avait vu sur Wikipédia, mais ça je le savais, mais c'était l'ancien partenaire de The Renegade. Donc le mec a quand même fait équipe avec le sosie de l'Ultimate Warrior. Mais voilà. Et là, c'est Mongo McMichael qui est un catcheur pitoyable contre Joe Gomez qui est pas beaucoup mieux. Peut-être que c'était un très bon catcheur, mais il n'a jamais montré tant que ça à la WCW. Et donc c'est une purge qui, Dieu merci, ne dure quasiment que 7 minutes.
Heureusement, Mais oui. déjà Alors 7 que minutes de trop, on est d'accord. exactement, franchement, parce que le match est clairement fait pour mettre en avant Mick Michael à ce moment-là, qui voilà, devient un membre des Four Horsemen, et cetera. Donc limite, il aurait fallu faire un match de 2 minutes grand max, parce que enfin, j'en parlais récemment dans une autre émission, mais je veux dire, le problème de Mongo quand tu regardais ses matchs, et encore plus quand tu les regardes maintenant, ça ressort aux yeux, c'est que c'est pas naturel pour lui le catch en fait, dans un ring, et du coup, il y a un problème de timing, il y a un problème de placement. Je trouve que ça saute aux yeux un petit peu, que parfois il sait pas comment il faut se mettre ou Oui, il s mais moins à l'époque, il faut être honnête, on était moins exactement, instruits, entre c'est guillemets, le ça, oui. public ne l'était pas du tout, le grand public, j'entends. Donc effectivement, ça se voyait moins. Et puis, ça lui donnait un côté réaliste, finalement. Ça faisait un peu le gars footballeur américain bagarreur qui vient dans the ring, bah, ça se comporterait un petit peu comme ça. Ça se mettrait pas forcément au bon endroit. Ses prises ne seraient pas aussi proprement exécutées. Par contre, Joe Gomez, courageux, quoi. Tombstone Piledriver de Mongo McMichael, C'est moi, j'irais pas. exactement ce que je me suis dit quand il y a eu le match. J'ai fait: «Mais alors jamais, jamais je laisserai Steve Ah Mongo ouais, McMichael me porter un pile driver, quoi». il est fou. Un Tombstone en plus, quoi. Donc justement, voilà, juste pour vous dire, en gros 6 minutes, Mongo qui remporte le match avec son pile driver. Et Joe Gomez est encore en vie et il n'est âgé que de 47 ans. Ah, oh, ah bon? À ce moment-là, Joe Gomez avait 23 ans. Ah OK. Ben, enfin, moi je sais quand je l'ai vu entrer, je me suis dit quand même c'est un mec, il avait pas une mauvaise gueule non plus, tu vois? Non, Enfin, il est pas. Ouais, mais enfin bon, c'est tout ce qu'il a pour lui à peu près, quoi. Je veux c'est dire, ça, il y a rien si je me trompe pas, il avait juste un. Il portait un legging. ouais, Enfin, et c'est tout. Un legging, et puis son corps est pas du tout musclé, pas dessiné. les Enfin, commentateurs nous disent, c'est El Desperado, je crois au début quand il fait ah son entrée ouais, ou un truc dans le genre, moi je c'est tout dirais ce qu'on même sait sur le lui. Desesperado, ouais. Donc voilà, bah, bravo Joe Gomez, il a fait son petit match contre McMichael. On passe en coulisses ensuite pour une autre promo. Je sais plus si elle est avant le match ou si elle a eu un peu plus tôt, mais il y a eu une autre promo aussi en coulisses à un moment avec Ric Flair, Ouais. Woman, Miss Elizabeth et Mean Gene. Et moi déjà la première remarque que je me fais tout de suite quand tu regardes ça, c'est ah, c'est plus la même Miss Elizabeth que 1988 de Main Event. Non, effectivement, il y a eu du poids qui a été rajouté au niveau d'une partie de son corps, me semble-t-il, ou alors vraiment c'était la période des push-ups, je ne sais pas. Mais effectivement, elle fait beaucoup plus Elle joue beaucoup femme. plus sur son sex appeal qu'elle ne le Voilà. faisait à la WWF, quoi. Oui, oui. J'ai pas trouvé de manière polie de dire vraiment le fond de ma pensée, mais effectivement, ce n'est plus la même. Oui, c'est sûr. Et Woman, elle, qui, bah, elle, totalement, c'est la séductrice lors de l'interview. C'est assez marrant parce qu'elle essaye de. Elle dragouille, on va dire, Min Jin pendant l'interview. Ouais, Donc il y Min avait Jin. toujours ce jeu entre les deux. Ah, c'est super marrant parce que Min Jin, du coup, essaye de parler à Ric Flair, mais sans arrêt. Il est un petit peu préoccupé, quoi, par ce qui se passe à côté de lui. Et Ric Flair qui nous fait une grande promo pour nous expliquer, voilà, qu'il va battre Conan et qu'ils vont faire la fête après, comme Ric Flair le fait toujours après le show. Et que Woman, justement, attend Min Jin ce soir car ils vont s'amuser ensemble. Donc voilà, une belle petite promo de Ric Flair avec ses deux valets à ce moment-là. Ric Flair contre Conan. Alors, tu qu'as-tu pensé de ce match, sachant que pour toi, Conan, tu m'as dit, est un Botchamania candidate? Oui, bah, c'est pas, pour moi, c'est pas un grand match. C'est là aussi que tu vois que Ric Flair était peu considéré à l'époque par la WCW, bien que leader des Four Horsemen et tout, mais il n'est pas du tout impliqué dans la feud majeure de la C'est ce que je me promotion. suis demandé. Ils sont en pleine rivalité avec Kevin Sullivan et son gang à lui. Donc, et là, il affronte Conan pour le titre des États-Unis et il lui faut 74 interventions pour remporter le match et le titre. Donc, avec le recul, tu vois, peut-être qu'à l'époque, ça avait un sens, mais en 2020, bon, bah voilà, Conan, j'ai quand même un petit peu de respect pour lui par rapport à la carrière et puis ce qu'il a fait, parce que les cruiserweights qui arrivent aux États-Unis, Conan avait une grande responsabilité. Ils y seraient sans doute arrivés sans lui, mais il a souvent joué les entremetteurs, il a aidé au développement de carrière de jeunes comme Rey Mysterio, Psychosis, Juventud et tout ça. Mais je me dis, enfin en 2020, je me demande, Ric Flair obligé de 4, 5 interventions pendant le match pour battre Conan, bof quoi.
C'est vrai que ça m'avait même pas en plus tellement frappé, mais c'est vrai qu'il y a énormément d'interventions lors du Ouais, match. et puis c'est bordélique en plus, parce que Miss Elizabeth a jamais été une grande, comment dire, un grand talent à l'extérieur du ring pour ce qu'il s'agissait d'intervenir et tout ça, donc elle est souvent pas au bon endroit. Mmh. Donc tu sens que Ric Flair est obligé de lui rappeler, ou que Woman est obligé de lui rappeler. Woman est beaucoup plus dans ce jeu-là. On sent qu'elle, c'est plus son truc, mais Miss Elizabeth, moins. Donc c'est vraiment toujours le bazar. Et l'arbitre a toujours l'air d'un con, parce que c'est pareil, comme à la WWE, ça n'arrivait quasiment jamais à cette époque, mais à la WCW, c'était tellement fréquent que l'arbitre se retourne au moment où il doit pas se retourner. Donc les mecs passent pour des cons, ça fait vraiment, ça fait bazar, ça fait un peu guignol. C'est, oui, c'est un peu particulier. En gros, comme tu c'est un peu le bordel. Ric Flair, distrait l'arbitre avec Miss Elizabeth pendant que Woman utilise donc sa chaussure pour mettre un coup de chaussure, un coup de talon à Conan et derrière Ric Flair en profite pour effectuer le tombé sur Conan en cédant des corps, bien entendu. On rajoute encore une petite touche Oui, en oui, lui en plus, et l'arbitre fait le tomber alors qu'il est en face, quasiment, quoi. Et c'est pas de la deuxième corde, je crois, hein, de la non, la troisième corde. 3e, que c'est la remarque Donc que le je me suis mec est fait. comme ça sur l'autre, et l'arbitre se pose même pas de questions. Ah bon, putain, il évite, le mec. J'ai rien vu, j'ai rien vu. Donc bon, au moins, en tout cas, voilà, Ric Flair qui remporte le titre des États-Unis à cette période. Flair qui est donc, bien entendu, toujours le leader des Four Horsemen à ce moment-là. On a Steve Mongo McMichael qui a catché juste avant. Donc Mongo et Ric Flair qui ont catché. Donc là, nous avons les deux autres membres, Arn Anderson et Chris Benoit, qui font équipe pour affronter The Taskmaster et le champion à ce moment-là de la WCW qui se retrouve donc dans un match par équipe lors du pay-per-view, c'est le géant. Le géant, Paul White donc, mais Le Big Show. Big Show, le Big Show. Je cherchais son nom WWE. Il avait déjà oublié. Le Big Show. Un Big Show, très jeune, un Big Show, méga en forme à ce moment-là, Ah c'est oui. Comme notre André le géant national, ses premières années de carrière, le Big Show était fin. mmh. Mais vraiment fin, quoi. Je veux dire, c'était un grand gars tout fin. Ah ouais, non, il y a des vidéos de lui qui sortent des dropkicks à ce moment-là et c'est pas des petits dropkicks, c'est des dropkicks très impressionnants parce que c'était un athlète donc en plus s'il voulait, il pouvait vraiment faire des choses très impressionnantes et c'est justement apparemment très rapidement les gens en coulisses qui lui ont dit: «Hey, tu fais 2 m 15, tu fais deux Oui, mètres il fait douze, pas de. ne fais pas de dropkick, va pas être». Ne monte pas sur les cordes, ne chute pas, enfin, essaye d'être un peu malin. Bien sûr. Donc le Taskmaster Kevin Sullivan, heu, encore une fois, je vais te demander ton avis par rapport à ce catcheur. Merci. Parce que, enfin, pour voir pour par curiosité, parce que moi, c'est quelqu'un avec qui j'ai jamais accroché. Kevin Oui, Sullivan. moi non plus. Ah Mais OK. parce qu'on a été biberonné, comme on dit, je crois, à la WWE. Donc nous, pour qu'un mec soit respectable et respecté, faut qu'il ait un minimum un peu de physique, qu'il soit grand, que. Et c'est vrai que quand la WCW a débarqué et que Marc Blondin et Michel Le Tourneur, les commentateurs francophones de l'époque, nous vendaient le Taskmaster, Kevin Sullivan, je me dis, mais c'est quoi ce gars là? Le mec, on dirait un vieux tonton. Ouais, Euh, exactement. Après, pour avoir vu des émissions de la WCW plus dans les fins des années 80, quand il aura ce rôle de sataniste qui va vraiment le rendre célèbre avec cette secte, en quelque sorte, où il embrigadera Rick Steiner, qui était encore en solo à l'époque sans son frère Scott, qui débarquera un petit peu plus tard, et Mike Rotundo, justement le papa de Bray Wyatt, justement, le IRS. Là, vraiment, je prendrais la mesure de son talent, parce qu'il pète des promos de ouf. Euh, Sataniste, à côté, tu as deux athlètes complètement dingues dont le cerveau a été brainwash, comme on dit, lavage de cerveau. Et donc, c'est vraiment impressionnant, et c'est vraiment classe, presque même avant-gardiste, hein, pour Mmh. utiliser des mots un petit peu savants. Mais là, là, oui, non, c'est chaud, quoi. Je veux dire, on est dans les années 90. Sur la carte, effectivement, même dans ce match-là, tu as le géant, tu as Hulk Hogan, tu as Randy Savage, tu as Lex Luger, tu as Sting, Scott Hall, Kevin Nash, Kevin Sullivan, il fait tonton, quoi. Il Ouais. tonton et il reste du vin. Ouais, je vais aller voir à la cave s'il reste du rouge. Sinon du blanc, allez du blanc. Voilà. Moi, je j'ai jamais réussi à accrocher avec Kevin Sullivan, mais bon, voilà, en tout cas, il a une belle place Mais sur la carte. sa rivalité contre Chris Benoit fait partie des grosses rivalités de cette période-là, dans les années 90. Ils ont des matchs, ce Falls Count Anywhere, extrêmement célèbre.
enfin, il fera encore de belles choses, même si on sent qu'il est en fin de course quand même. Et il faut savoir qu'il y avait une petite interview aussi. Les deux équipes avaient fait des interviews lors du show un peu avant ce match, où apparemment les Four Horsemen expliquaient que leur objectif, ça va un peu être que le Big Show ou le géant ne prennent pas part au match. Donc justement, quand Big Show et le Taskmaster font leur entrée, ils sont attaqués par derrière par Arn Anderson et Chris Benoit, et on a également Mongo qui vient intervenir en fait, ce qui fait que bah, Big Show, logique, la logique de catcheur, au lieu d'aller vers le ring pour continuer son match, il abandonne son partenaire et il part en coulisses et court après Mongo. Donc le match démarre sans le Big Show pendant quelques minutes, mais derrière, il arrive, il est au bord du ring. Par contre, les Four Horsemen travaillent à l'ancienne, comme une bonne équipe. Ils coupent le ring en deux, comme aiment bien le dire les Américains souvent, pour que, en fait, Kevin Sullivan ne puisse pas effectuer le relais. C'est ça toute l'histoire du match, en gros. Sullivan qui peut pas tag pendant 7 minutes, et à la fin, il tag. Et ça marche, hein. Par contre, parce que c'est ce que j'attendais de voir. Est-ce que Sullivan va réussir à faire réagir la foule? Mais Et oui. surtout que à ce moment-là, alors comment il s'appelle en plus The Dungeon of Doom. Mm. C'est le gang de Sullivan. Ils sont pas face du tout. Mhm. Donc tu vois, ce scénario que tu nous racontes là, normalement, en général, c'est l'équipe de méchants qui tabasse un gentil et jusqu'à ce que le gentil fasse le hot tag. Mais là, en l'occurrence, pas du tout. Et puis les Four Horsemen non plus sont pas vraiment considérés comme des faces non plus. En fait, c'est un match. C'était une guerre d'ailleurs entre deux factions. Cette guerre donnera lieu à des moments mythiques avec notamment Brian Pillman qui balancera I Respect You, Bookerman, un des premiers shoots de l'histoire moderne du catch où Brian Pillman balancera à la face du monde que Kevin Sullivan est en réalité Booker à la WCW, auteur quoi. Et enfin bref, toute une histoire. On en reparlera peut-être un jour parce que c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Mais bon, tout ça pour dire qu'il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant dans cette histoire. Et comme tu l'as dit, finalement, le public se prend quand même au jeu. C'est là aussi Ouais, où tu vois que dans les années 90, le public a ouais. faim de catch, a envie de voir des trucs qui changent aussi. Et c'était la force de la WCW. Non, parce qu'encore une fois, c'est le schéma classique et ça fonctionne. Le mec qui se fait frapper pendant 7 minutes, mais quand il fait le hot tag, le public explose. Big Show est chaud. Donc Big Show se retrouve avec Arn Anderson dans le ring, pendant que Sullivan et Chris Benoit sortent du ring et commencent à se battre jusqu'à la table des commentateurs. Enfin, eux, ils arrêtent pas, ils arrêtent pas de se battre. Ce qui fait que dans le ring, ça continue. Big Show porte un chokeslam à Arn Anderson pour la victoire. Par contre, le match est terminé, mais Kevin Sullivan et Chris Benoit continuent de se battre. Ils reviennent dans le ring. Chris Benoit prend l'avantage sur Kevin Sullivan et là, il ne s'arrête pas de le frapper, ce qui fait que Nancy Sullivan fait son entrée. Donc, on a ce petit moment en fait où on se retrouve avec Chris Benoit, Nancy dans le ring et Kevin Sullivan pour expliquer très rapidement la rivalité pour ceux qui ne sont peut-être pas au courant. Nancy Sullivan, il faut savoir que c'est celle dont on parlait tout à l'heure qui s'appelle Woman. Et pour expliquer, en gros, ceux qui ne connaissent pas forcément la rivalité, en fait, donc Nancy est la femme de Kevin Sullivan dans la vie privée. Et petit à petit, dans l'histoire de la WCW, Kevin Sullivan, qui est booker, avait décidé de faire une storyline où Chris Benoit et Nancy, en fait, vont devenir un couple, mais à l'écran. Apparemment, d'après ce que j'ai lu, tu me diras si tu en sais plus, Kevin Sullivan avait demandé à Chris Benoit et à Nancy de vraiment jouer cette rivalité, même en dehors enfin, cette storyline, même en dehors des écrans. C'est-à-dire qu'ils voyageaient ensemble, ils devaient se tenir la main quand ils étaient ensemble devant les gens, et ils dormaient même dans les mêmes chambres d'hôtel. Il fallait vraiment qu'ils fassent comme s'ils étaient un couple. Et en fait, le problème, c'est que bah, la fiction va se mêler à la réalité, car à force d'être tellement ensemble, Chris Benoit et Nancy vont du coup réellement se mettre ensemble. Nancy va devoir quitter Kevin Sullivan et Kevin Sullivan, d'après ce que j'ai lu, a toujours plus ou moins reproché en fait à Chris Benoit d'avoir gâché son mariage. Ah ouais, Donc, mais bon, après, c'est vrai que comme tu viens de le dire, il s'est lui-même, il l'a lui-même quasiment poussé dans les bras de Chris Benoit, ou l'inverse, il a poussé Chris Benoit dans les bras de sa femme. Oui, et c'est quelque chose, c'est une histoire qui est souvent prise en exemple, encore récemment, quand il y a eu l'angle avec Rousseff, Arrow et Bobby Lashley. Je sais que beaucoup de gens sur Internet faisaient encore référence à cette histoire-là, comme quoi dans le catch, bah, ça a été pareil avec Stephanie McMahon et Triple mhm, H, mhm. qui au départ, bah, c'était une histoire devant les caméras et finalement, à force, bah, se sont rapprochés. Et c'est quelque chose qui arrive fréquemment dans le monde
de la télévision et du cinéma. Dans les séries, dans les films, quand un acteur et une actrice jouent une romance à l'écran, bah, ça finit souvent par dégénérer, dégénérer, en tout cas devenir une romance dans la vraie vie. En France, Jean Dujardin et Alexandra Lamy, par exemple, qui étaient tous les deux en couple avant de faire un gars et une fille, et qui finalement bah, se mettront en couple ensemble pendant un gars et une fille. Voilà, c'est vraiment un truc classique, vraisemblablement. Et là, Kevin Sullivan, ce qui est un peu moins classique, c'est que Kevin Sullivan se l'écrit lui-même. Ouais, c'est C'est un fou. peu la bêtise. Et puis, quand on connaît évidemment après le destin tragique de Nancy, avec les terribles actes de Chris Benoit, il doit d'autant plus s'en vouloir, quoi. Enfin, évidemment, il n'est responsable de rien, Kevin Sullivan, mais je veux Non, dire, il doit forcément il doit y avoir un sentiment de culpabilité parce qu'il se dit si je n'avais pas eu cette idée à la con euh, 15 ans avant d'écrire ça, bah, il se serait peut-être jamais rapproché, quoi. yes. Donc voilà, c'était juste pour citer la petite rivalité Sullivan-Benoît. On va passer à ce pourquoi on a fait cette vidéo au final, Et ouais, le main event de ce pay-per-view. C'est donc un match 3 contre 3 avec une équipe qui représente la WCW et une équipe qui représente les outsiders, les gens extérieurs quoi, à la c'est leur nom fédération. qu'on leur donne. C'est officiellement désormais le nom qu'on leur donne. Et il faut quelques longues minutes avant qu'on les appelle Nash et Hall. Il me semble que c'est Tony Schiavone qui, à un moment, dit le grand c'est Nash, l'autre c'est Hall. Ok. Mais dans la présentation, on ne les présente pas comme ça. On présente simplement The Outsiders. Et pour rappeler ce que je disais au début, comme quoi la WCW c'était un peu plus brut et trucs, moi j'étais déjà très surpris par le côté cheap de l'entrée de Savage, Sting et Luger. Ce sont tes Hmm. trois grosses stars. Elles représentent la fédération. Déjà, elles n'ont même pas le droit à une entrée chacun. Chacun. Enfin, ils rentrent sur la musique de Luger. Et c'est tellement mal fait que, par exemple, quand Michael Buffer, le présentateur aux millions de dollars par apparition, je crois, à Nitro, présente Savage, ben on le voit même pas parce qu'il est caché derrière Sting et Luger. Ils sont en train de marcher vers le ring et on voit pas Savage. Et alors qu'à la WWE, un match comme ça, ils se seraient chacun rentré l'un après l'autre. Peut-être même qu'on les aurait fait rentrer en premier pour qu'ils aient vraiment l'appui de la foule et tout, et qu'ils puissent encore plus jouer le côté outsiders. Est-ce qu'ils sont deux, est-ce qu'ils sont trois? Enfin bon, bref. Donc voilà. Mais les premiers à rentrer sont les outsiders, et ils sont que deux. Minjin vient les interroger, mais vous n'êtes que deux. Et Scott Hall l'appelle Slim Jim, ou je ne sais plus comment. Scheme. Skim Jim. Et bref, il lui dit, t'as pas besoin de savoir plus, sache que le troisième homme est dans la salle, mais pour l'instant, de toute façon, on n'a pas besoin de lui. Exact. On va faire notre affaire des trois glandios qui arrivent là. Donc le match démarre à 2 contre 3, mais très rapidement, au bout d'une minute, je crois 1 minute 30, en fait, tous les catcheurs commencent à se battre. Dans un coin du ring, on a Kevin Nash qui est sur Lex Luger. Sting veut aider Lex Luger, donc il porte son fameux Stinger Splash. Il se débarrasse de Kevin Nash, mais le problème, c'est que comme Lex Luger était sous Kevin Nash, Lex Luger est également KO suite au Stinger Splash, et Lex Luger le vend vraiment comme s'il était mort. Il tombe à l'extérieur du ring et il ne bouge plus, le type. Donc derrière, nous avons les médecins qui arrivent, ils ramènent une civière et Lex Luger est évacué. Donc au final, très rapidement, on passe à un 2 contre 2. Tout à fait. Effectivement, oui, Luger évacué et c'est vachement bien fait, je trouve. Il y a notamment Scott Hall qui vient l'attaquer alors qu'il est sur la civière. Ça, c'est le genre de truc qui ressemblait vraiment à ce que faisait la ECW et là, c'est fait intelligemment. Comme quoi, tu vois, le public se dit, mais mince, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Parce qu'à ce moment-là, vraiment, je pense que beaucoup de gens se demandaient encore si c'était pas une vraie invasion, si Hall Hmm. et Nash n'étaient pas vraiment avec la WWE, s'ils se tapaient pas pour de vrai, s'ils n'étaient pas venus. Parce que, je veux dire, il y a eu quand même le Bischoff qui passe à la table, il y a eu quelques interventions où ils arrivaient avec des battes de baseball, la police avait été appelée, enfin. C'est pareil d'ailleurs, il y a un clip avant le début de ce match et le clip, malheureusement, ne rend pas justice à l'histoire, quoi. Ah, Il n'y a il est pas de tellement mal voix off, fait. c'est cheap, c'est cheesy, comme on dit en anglais, enfin bref. Mais Ouais. ça, en tout cas, c'est super bien fait. Et ensuite, bah, tout le travail sera de Hall et Nash, donc Razor Ramon et Diesel, comme on les connaissait principalement à l'époque, sera de détruire l'équipe WCW. Et ça, on l'a pas dit, mais c'est quand même amusant, c'est que Hall et Nash
ont débuté, enfin pas débuté, mais ils ont été longtemps à la WCW avant d'aller à la WWE, avant que la WWE en fasse des stars. Ils étaient des riens. Hall avait principalement catché à la AWA. Il était champion par équipe avec Mhm. Kurt Hennig, Mr. Perfect, jusqu'à ce que Perfect s'en aille. Et Hall ira non pas à la WWE, mais à la WCW. Kevin Nash, lui, aura 5 ou 6 personnages Les pires complètement gimmicks de tous mythiques. les temps. Ouais, Vinny Vegas, Wizard of Ose. Oz, voilà, vraiment des choses ridicules. Et ils feront même équipe, je crois, avec DDP à un moment, un Ah. clan à trois, parce que DDP était très pote avec eux. Mhm. Euh, où il les manageait tous les deux, je crois. Enfin, quoi qu'il en soit, et ça, le public a totalement oublié. C'est marrant parce que ça a 5 6 ans, même pas. Je crois peut-être même 3 4. Et les gens ont déjà oublié que ces personnages ont existé, qu'ils ont été à la WCW avant, quoi. Ben, Bon, c'est comme tu disais avant, pour moi, enfin maintenant quand on y repense, mais Macho c'est un mec WWF. Donc mettre Macho dans la team WCW, alors que tu Ric Flair dans un match pour le titre US, enfin, c'est vrai que logiquement pour moi, des années plus tard, c'était Ric Flair qui aurait dû être avec Sting et Luger normalement dans ce match. Après, enfin, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, mais parce que pour les dirigeants de l'époque, Macho Man était un plus grand nom. Et à mon avis, c'est vrai. C'est pas simplement parce que Mhm. je suis fan de Macho Man, mais Macho Man était beaucoup plus célèbre mondialement que Ric Flair, qui était beaucoup plus respecté de ses pairs et des vrais fans de catch, mais dont le nom n'était pas encore devenu mainstream, comme ça sera un peu plus le cas durant sa deuxième partie de carrière à la WWE, qui va vraiment le mettre en avant et faire comprendre à toutes les générations que c'était une superstar. Voilà. Donc match d'une quinzaine de minutes. Les Outsiders qui vers la fin du match sont vraiment totalement en train de dominer Sting et Macho Man. Donc là on se demande un petit peu comment est-ce que Sting et Macho Man vont pouvoir s'en sortir ou alors est-ce que la WCW est perdue. Et là, nous avons le droit à l'entrée du héros, du sauveur, Hulk Hogan en jaune et rouge, le grand Hulk Hogan de la Hulkamania, super en forme, super affûté en plus là en 96 Hulk Hogan, qui fait son entrée et cette phrase terrible de Eh Bobby oui. Heenan. Eh oui, pas pour nous, parce que nous, on l'a pas vu en live. Quand on a vu le show, quelle que soit l'année à laquelle on a vu le show, on savait. Mais pour tous les gens visiblement qui ont vu le show en direct, c'est un énorme spoiler. Whose side is it on? Et comment il s'appelle, je crois, Dusty Rhodes lui répond, mais quoi, mais ferme, qu'est-ce que tu racontes? C'est pas Exact. possible. Et il en remet une couche. Non, mais de quel côté est-il? Et bon, Dusty Rhodes lui dit pas, ferme-la, genre, tu viens de spoiler ce qui va se passer, mais il lui dit, comment peux-tu imaginer une seconde? Enfin, c'est dans ce sens-là qu'il lui dit, ferme-la, comment peux-tu dire ça? Comment oses-tu imaginer que Hulk Hogan ne soit pas du côté de la WCW? Et donc, Bobby Heenan relance, non, mais de quel côté est-il? Et puis ils vont dans le ring, il fait un petit tour, et c'est là aussi, tu vois, la WWE, c'est là où c'est grand, mais à la WWE, ça aurait été peut-être fait beaucoup plus propre, parce que Macho Man n'est pas du tout bien placé dans le ring. Mmh. Et Hogan fait un petit pas de recul et descend de la cuisse. Mais ça rend le côté vraiment imprévisible, et ça fait genre, c'est pas prévu. Mmh. Parce qu'à la WWE, ça aurait peut-être été trop bien fait et Macho Man se serait retrouvé au centre du ring et Hogan aurait fait un beau leg drop face cam pour avoir la belle image et tout. Et la WCW, il y avait vraiment ce côté brut, encore une fois, qui fait que cette image mythique, ben, elle n'est pas face cam totalement. Hogan ne peut pas faire ses 3 pas d'élan comme d'habitude. Et enfin voilà, Hogan fait descendre de la cuisse et puis il écarte les bras et il dit à Hall Nash de revenir. Et là, tu vois la réaction de la foule. Aux commentaires, déjà, les mecs sont outrés. Et puis dans la foule, ça commence à gueuler. Et c'est parti pour le balançage d'ordures sur le ring. C'est quelque chose qui va devenir presque une habitude après, mais qui ne se faisait pas du tout jusque-là, enfin, à ma connaissance. Et voilà. Deuxième leg drop sur Savage. Il se débarrasse de Sting. Et puis Mean Gene vient faire cette interview mythique voilà, où il dit mais qu'est-ce que tu fais? Enfin, je crois que non mais tu te fous de nous, je crois qu'il lui dit et Hogan lui dit mais va te faire voir, j'ai rien à justifier ni à toi ni à ses fans. Enfin, Franchement, moi hier soir, ben, depuis qu'on a commencé cette clochette, en mode confinement, à chaque fois que je me regarde ces shows, j'essaye de me placer vraiment dans le show, tu vois? Je me mets dans le noir, j'arrête de respirer un petit peu avant. Genre, et on sait ce qu'il fait. Ah oui. j'essaie vraiment de vivre la chose et du coup hier soir, je me mettais dans ce mode
invasion WWF. J'étais vraiment en mode, là, en fait, imagine que tu as une invasion et je me disais: «Mais comme ça devait être kiffant, en fait, de vivre cet angle». Et quand Hogan a fait sa leg drop, alors qu'honnêtement, j'ai vu ce moment des milliers de fois, mais j'ai eu des frissons hier soir lors du moment parce que tu sens la salle, comment dire, tous les espoirs de la salle qui se vident d'un coup. Tu sens tout le monde qui tombe des nues. Une partie des gens qui sont choqués et déçus, et une autre partie des gens qui sont en mode choqués, mais un peu, qui trouvent quand même ça un peu cool. Il y a quelques gens dans Bah le oui, public qui parce que sourient. il faut comprendre que là, Hogan était arrivé en Ouais. fin de cycle. Je veux dire, il était déjà arrivé en fin de cycle à la WWE. Il a réussi à redonner un petit second souffle à son côté sauveur de l'humanité à la WCW parce que c'était une nouvelle fédération, c'était beaucoup de nouveaux adversaires, même si pas tant que ça, parce que la WCW a fait venir nombre de vieilles connaissances d'Hogan de la WWE pour refaire vivre des feuds qu'il avait déjà eu. Donc il n'a pas eu tant de nouveaux adversaires que ça. Il en a eu quelques-uns, mais pas tant que ça. Mais là, vraiment, les gens n'en pouvaient plus. C'est un peu comme John Cena, mais John Cena, finalement, dont on ne verra jamais, j'ai l'impression, le heel turn. Ou un peu comme Roman Reigns, mais Roman Reigns, c'était beaucoup moins long. Hogan, ça durait depuis 84 ou 3. Maintenant, j'ai toujours un doute, c'est 83, où il gagne le titre en décembre contre le Iron Sheik. Mais enfin, voilà, les gens n'en pouvaient plus. C'était Donc, dans le inimaginable. public, c'est ça. Et dans le public, tu as quand même des mecs qui se disent: oh purée, ça c'est bon. Enfin, enfin, on va voir Hogan méchant. Il avait été méchant en début de carrière, mais finalement, tout le monde l'avait oublié. Ça, c'était pas le Hulk Hogan rouge et jaune. Enfin, voilà. Non, c'est franchement très belle promo en plus, parce que ce que j'aime beaucoup dans la promo d'après-match, c'est que au final, Hogan nous dit beaucoup de vérité. Et c'est ça qui marche dans le catch, c'est quand justement ce que tu dis est plus ou moins fondé. Au niveau des grandes lignes en fait de sa promo, c'est qu'il nous dit donc, pour toujours jouer sur cet angle d'invasion, que ces deux gars viennent d'une big organization up north. Ils viennent d'une Oui. grande compagnie du Nord. Donc bien entendu, la grande compagnie du Nord, c'est New York, c'est la WWF. Et Hogan nous dit: mais qui connaît mieux cette grande compagnie que moi? Je les ai rendus riches. Et au final, c'est même moi qui suis devenu plus grand que cette fédération. Donc Hulk Hogan nous explique que voilà, au bout d'un moment, il a dépassé le monde du catch, il est devenu plus grand que la WWF, donc il les a quittés. Quelques années plus tard, il est venu à la WCW, il mentionne Billionaire Ted, donc le nom moqueur, bien entendu, j'ai oublié son nom maintenant, De Ted Turner. Ted Turner, et il fait: Ted Turner est venu, il m'a fait de grandes promesses, mais I am bored, je me fais Ah, chier. pardon, mais c'est en janvier 84. Ok, Je voulais quand 84. même vérifier, c'est quand même Hulk Hogan. Yes. Évidemment, les gens auraient vérifié beaucoup plus vite, mais c'est compliqué d'écouter et en même temps vérifier. Putain, plus de 12 ans plus tard, quoi. C'est, Je t'en prie, poursuis, désolé. et donc, Hogan nous dit: «Voilà, je me fais chier. Malgré toutes les grandes promesses, les grands chèques et cetera, je me fais chier. Donc je veux être ami et je veux me rapprocher de ces mecs, car ces mecs sont le futur. Ces mecs sont le new blood, le nouveau sang du monde du catch». Et ensuite, c'est encore plus véridique ce qu'il dit. Il fait: «Pendant 2 ans, là, ça fait 2 ans que j'ai re-signé à la WCW, j'ai fait toutes les œuvres caritatives, j'ai signé des photos, j'ai fait les autographes aux enfants. Je suis venu ici et j'ai fait tout ce que vous vouliez pour une réaction de merde, pour que vous me chiez dessus depuis 2 ans. Et ben, vous savez quoi? You can stick it!» Il leur dit: «Allez vous faire voir». Et je pense qu'il y avait une partie de Hogan qui Ah, y bien sûr, pensait. ah bah évidemment, il devait, avec tout l'ego qu'on lui connaît, il devait se dire qu'il était encore le Hulk Hogan, justement de 84, 5, 6, 7, 8, où il était le héros d'une nation, invité sur tous les plateaux et tout, et il se refusait de croire qu'il pouvait être ringard. Mmh. Et effectivement, c'est ce qu'il était devenu. Il était devenu ringard. Et là, en un leg drop, en deux leg drops, disons, bah, c'est fini. Il n'est plus ringard. Il est au centre de tout à nouveau. Et on peut quand même dire que beaucoup de superstars étaient évoqués pour être le troisième homme. Il y a des rumeurs qui disent. Enfin, je crois que Dave Meltzer prétend que même Mabel avait été. Ouais, même Mabel aurait été pressenti pour être le troisième homme, ce que Eric Bischoff a démenti. Mais Dave Meltzer a relancé en disant si, si, à l'époque, ça avait bien été discuté. Et d'après ce qui se dit, au départ, on l'a proposé à Hogan. Hogan n'a pas voulu. Oui. Mais sentant, c'est ce que Bischoff dit aussi d'ailleurs dans le reportage sur la WCW qui avait été diffusé par la WWE. Donc après,
on n'est jamais sûr parce que évidemment l'histoire est toujours réécrite par les vainqueurs. Donc là, la WWE ayant gagné, elle peut réécrire l'histoire même de la NWO comme elle le veut. Mais voilà, Hogan aurait d'abord dit non et voyant comment ça commençait à prendre et sachant qu'il était quand même un fin négociateur et quelqu'un qui avait du nez, notamment au niveau du catch, il s'est dit je peux pas louper l'occasion. Donc oui, je vais le faire. Je serai le troisième homme. Et bon, Oui, qui sait si la NWO avait explosé de la même manière s'il n'avait pas été ce troisième homme, on ne le saura jamais, évidemment. En tout cas, ça les place direct au sommet et ensuite ils vont être utilisés à hauteur de Hulk Hogan, quoi. Tu vois, c'est Hulk Hogan, donc le gang va être mis en avant, ils vont péter la gueule à tout le exactement. monde, jamais inquiété. Mais ce qu'il faut retenir, en tout cas, qui remettra aussi pas mal de doutes dans l'esprit des téléspectateurs, c'est que le show se termine par, je crois, Tony Schiavone qui dit Hulk Hogan, you can go to hell. Tu peux aller en enfer. Et ça, enfin, tu vois, normalement, les commentateurs, bah, quoi qu'il arrive, ils vont me dire au revoir, ils vont truc. Mais là, non, il n'y a pas de au revoir, il n'y a pas de. Le moment est tellement choquant que le show semble s'arrêter. Enfin voilà, de manière Ouais, très on abrupte. n'est plus dans le show, quoi. Ouais, là, Ouais, là on est dans la vérité, oui, c'est, effectivement. non, c'est super bien fait. Franchement, c'est super bien fait de la part de Hulk Hogan. Ben, B Bischoff l'explique également dans son livre, hein, où il dit que oui, en effet, il a bien proposé à Hulk Hogan, un jour, je crois que je l'avais raconté vite fait dans une clochette précédente, où il était allé voir, Hogan sur le set d'un film. Hogan l'avait fait patienter des heures et cetera, alors que c'est censé être son patron, je veux dire, et Bischoff lui avait proposé. Hogan avait répondu: «Écoute, tu ne sais pas ce que c'est que d'être Hulk Hogan. Hulk Hogan ne peut pas effectuer un heel turn et donc va-t'en». Et comme tu l'as dit, mais c'est là tout le génie de Hogan, parce qu'il fallait oser. Il fallait oser sentir le coup. La NWO, on pouvait pas savoir que ça allait être aussi génial et il fallait qu'il travaille et qu'il soit dedans, comme tu l'as dit, pour que ce soit génial. Bischoff nous dit dans son livre qu'à la base, apparemment, il avait prévu que ce soit Sting, le troisième homme, Mm. et au final, il a dû expliquer à Sting que voilà, écoute, ben non, Hogan, s'est proposé. C'est vrai que ça serait plus logique au niveau de l'histoire, et cetera. Et Bischoff nous fait comprendre aussi dans son livre que voilà, même s'il adore Sting, bah, comme tu l'as dit, c'est Hogan. Donc l'impact de Hogan avec la NWO, forcément, ça allait être beaucoup mieux. Hogan qui termine sa promo dans le show en disant encore une fois une vérité, en disant: «Si ce n'était pas pour Hulk Hogan, aucun de vous ne serait là, aucun Et de c'est vous ne vrai, regarderait du catch et c'est Eric vrai. Bischoff sera encore en train de vendre de la viande en supermarché ou je sais pas quoi». Donc ouais, c'est parfait parce qu'on était, comme tu l'as dit, à un moment où Hogan devait évoluer ou alors Hogan allait couler. Bien sûr, oui, et il commençait déjà à couler. Les ventes de pay-per-view étaient de moins en moins fortes, les produits dérivés également. Ça y est, il était. Enfin, c'était soit ça, soit je pense on ne parlerait plus, on n'aurait plus parlé d'Hogan quelques années plus tard. Il n'y aurait pas eu son retour à la WWE en grâce, il n'y aurait pas eu Hogan contre le Rock à WrestleMania. Tout ça aurait disparu, certainement. Tu vois. Et là, effectivement, Hogan a pris la meilleure décision de sa carrière à ce moment-là. Après, il en a pris beaucoup d'autres aussi, mais là, à ce moment-là, c'est ce qu'il fallait faire. Il l'a fait et ça a parfaitement fonctionné, quoi. C'est la naissance de la NWO, on l'a même pas cité, mais pendant le speech, donc Hogan cite une première fois: «You can call this», vous pouvez appeler ça the NWO, the New World Order, et 2-3 minutes après, ça devient the New World Organization, je sais pas Je trop pense que pourquoi. bah, il savait pas, hein, il Il savait pas savait pas, encore. est-ce que je me Je suis dit? pense, à mon avis, il savait pas. Puis New World Order, moi, je ne l'ai su que bien plus tard. Il y avait une consonance complotiste, Pareil, ouais. le nouvel ordre mondial, donc qui est devenu complotiste parce que à un moment, il y avait, enfin, la politique du New World Order, c'était aussi quelque chose enfin, je crois que j'ai appris ça en histoire géo, me semble-t-il. Mais oui, la naissance de la NWO, c'est un show mythique des années 90. Je peux vous dire que pendant 2-3 ans, alors ça paraît court, mais c'était super long à cette période parce que tout allait très vite, à la fin des années 90. C'était le show mythique à voir, c'était le moment mythique à voir. Comme bah, il y en a pas eu beaucoup, il y en avait pas eu beaucoup avant et il y en a pas eu tant que ça depuis. Je veux dire, beaucoup de la génération Catch Attack parlent des débuts de la Nexus. Bah, bon, la NWO, contrairement à la Nexus, a bien fonctionné. Elle a mal fini, mais elle a bien fonctionné. La Nexus, bon, l'histoire, on en a déjà parlé. Mais c'était, voilà, c'est un show, alors pas à voir en entier, hein, on est d'accord. Mais matez-moi ce match d'ouverture, vous m'en direz des nouvelles, hein, comme on dit, tu parlais de la boucherie tout à l'heure, comme disent nos amis bouchers lorsqu'ils te proposent une nouvelle saucisse en Alsace.
Hein, vous allez m'en dire des nouvelles. Et puis ce main event pour le côté historique, parce que tout fan de catch, comme tous les fans de cinéma doivent avoir vu certains films qui font partie de la grande histoire du cinéma, bah, les fans de catch doivent avoir vu au moins une fois ce moment où la NWO naît et va lancer des mois, des années d'histoire folle. Une des plus Enfin, il n'y belles aurait éras jamais du eu il y catch. aurait jamais eu de DDP, il n'y aurait jamais eu de Goldberg, il n'y aurait jamais eu de nouveau Sting version Oui, Crow sans la NWO. Enfin, je veux dire, c'est une petite boule de neige qui va faire une énorme, comment dire, qu'est-ce qu'on dit quand il y a de la neige qui tombe en montagne? Une énorme avalanche. exactement. Donc non, c'est pour le main event et l'opener, comme l'a dit Christophe, vous pouvez potentiellement vous endormir au milieu du show, c'est compréhensible, mais réveillez-vous pour ce main event parce que c'est l'un des grands moments du catch et c'est ce qu'on fait actuellement dans la clochette. On se refait les grands moments du catch, les années 80, les années 90, les années 60, 40, n'importe quoi, même si c'est pas télévisé, demandez-nous ce que vous voulez voir. Donc comme d'habitude, on vous demande un petit peu vos avis dans les commentaires. Dites-nous ce que vous avez pensé de Bash at the Beach 96 pour ceux qui l'avaient vu à l'époque ou pour ceux qui vont le regarder maintenant sur le network. Parce que D'ailleurs, je je pense te qu'on vend du propose, network là, hein. bah, justement, encore plus, je te proposais, mon cher Ali, de mettre dans les commentaires le lien Le lien, ouais. direct vers Bash at the Beach, comme ça, parce que je sais que des gens avaient eu du mal à trouver le main event. Peut-être ont-ils eu du mal à trouver Barley Legal. C'est vrai que même moi, parfois, quand je cherche des shows en particulier, j'ai du mal, surtout WCW, depuis la nouvelle version du C'est mal network. fait leur recherche. Pour certains anciens shows. Pour certains anciens Donc, shows. on vous met le lien, enfin, Ali met le lien dans la description parce qu'il est gentil. Et effectivement, on se retrouve de la semaine prochaine. Yes, n'hésitez pas à nous citer d'autres moments marquants du catch dont vous voudriez potentiellement qu'on parle dans la clochette. Sinon, bien entendu, nous on regardera également de notre côté. Bon, j'ai choisi cette semaine, donc la semaine prochaine, sinon c'est peut-être à toi d'avoir une idée. On va voir si jamais tu as quelque chose en tête. T'as quelques jours pour y réfléchir. Ok, Mais je vais commencer d'ores et déjà à réfléchir. Parle, et si je trouve avant que tu aies fini, je donne. d'accord. Sinon, bien entendu, comme d'habitude, je rappelle que le podcast de la cloche est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Google Podcast, Apple Podcast et Spotify, et même d'autres, Ocha, Podcast Attitude, etc. Vous tapez la cloche podcast sur Google. Si vous le trouvez pas, vous avez le droit de me frapper, les gars. Vraiment, vous avez le droit de me frapper si vous me voyez un jour, mais on sort plus de chez nous, donc vous ne me verrez pas normalement. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche. Nouveau rendez-vous sur l'univers d'Ajus tous les lundis à 19h. C'est à 19h, Christophe? À 19h, effectivement, mais vous pouvez venir à 18, comme vous pouvez venir à 20, hein, vous inquiétez pas. On est là pour vous accueillir. Je vérifie une chose rapidement. Alors, mon cher Ali, j'ai réfléchi pendant que tu précisais toutes ces précisions, hein, à nos amis téléspectateurs, et je te propose, comme je vous propose, de remonter un peu moins dans le temps, mais tout de même, ça commence déjà à faire 20 piges. SummerSlam 2000 pour revivre le premier Tables, Ladders and Chairs match Ouh. de l'histoire. Puisque TLC arrive à grands pas, me semble-t-il, en ce mois de Tout à décembre fait. à la WWE, revivons ensemble le premier TLC match de l'histoire, avec évidemment Edge et Christian, les Hardy Boys et les Dudley Boys. Ça sera en Caroline du Nord, en plus, on pourra penser à la fois aux Hardys et à Ric Flair. Voilà ce que je vous propose. N'hésitez pas justement à regarder le show en amont. Et puis, nous aussi, on va essayer de le regarder avant. Ce sera mieux. Ah, c'est vendu, c'est vendu. 2000, magnifique année parce que c'est l'année où la WWF revient en France. Donc moi, forcément, j'ai adoré tous ces pay-per-view. On découvre The Rock à ce moment-là. Je connaissais pas, moi, The Rock. Quand The Rock est arrivé dans ma vie, ça a changé ma vie. Ça a bouleversé ma vie. Donc SummerSlam 2000, très très bonne idée. Très très bonne idée. Écoutez, rendez-vous la semaine prochaine. Eh ben, comme le disait Édouard Carpentier, d'abord, merci d'être là si nombreux chaque semaine. Ça, il le disait pas. Moi, je le dis. Mais lui disait à la semaine prochaine, si Dieu le veut.